pense, pour dire aux gens. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus. Ce n'est pas au cours de la première réunion qu'il faut justement poser le problème des textes, parce que les textes ont été modifiés, je te parle sous le contrôle de Tradam, en 2019, au moment où l'opposition politique justement ne participe pas aux réunions du Conseil national de dialogue politique. Il est élu par un peuple qui attend de lui quelque chose, un bilan à la fin. Et si ce n'est que le dialogue politique qu'il a pu rétablir, que les Nigériens de tout bord politique se parlent entre eux, c'est déjà une réussite à mon avis. C'est vous qui l'a écouté. C'est moi qui l'ai écouté. Je sais, d'habitude, dans ce genre de réunion, il y a café, il y a volonté. Il y a Perdiem aussi à la fin. Ah, je ne sais pas. Hein. Il y a Perdiem. Certains parlent de complot, certains parlent de sabotage, etc. Toujours est-il qu'en perspective du prochain congrès du MNSD Nassara, il se susurre que le fauteuil de Seynou Oumarou est menacé. C'est ici que nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Ah, tu peux, sinon il est. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus. Toute la table des invités et consultants habituels. Ousseini Issa, journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Merci d'être là. En face, il y a Traoré Daouda, journaliste professionnel également, directeur de publication du journal Le Matinal. Traoré Daouda, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. À côté de vous, on peut le voir, c'est docteur Bounti Diallo, ancien chercheur à la retraite. Anciennement, donc ancien chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Docteur Amadou Hassan Bouakar n'est pas encore arrivé. Donc nous allons le prendre dès qu'il fera son entrée. Mais en attendant, je propose de suivre très rapidement le menu de Presse Plus de cette semaine avec notre camarade de la rédaction, Boubacar Amadou. Ce premier rendez-vous de Presse Plus de décembre, dernier mois de l'année 2022, présente deux gros sujets à la une. Il s'agit d'un sujet sur le double sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation de l'Afrique et celui de la ZLECAf. Ce sujet est intitulé « Industrialisation, l'Afrique tâtonne et le Niger encore plus ». Le second sujet, plus triste celui-là, porte sur la mort du capitaine Issa Amadou Dik Kounché, décès survenu alors qu'il était en détention depuis plusieurs années. Ce sujet est titré « Capitaine Issa Amadou, une victime du déni ». Voilà pour le menu. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et bonjour dans Presse Plus. Industrialisation, l'Afrique tâtonne, le Niger encore plus. C'est ce qu'on est tenté de dire avec la situation que l'on connaît de l'Afrique, de la sous-région africaine, afro-ouest africaine, et du Niger en particulier. Un sommet a eu lieu cependant la semaine passée sur l'industrialisation en Afrique, la zone de libre-échange économique appelée ZLECAf, que Niamey a abrité pendant 24 heures ou 48 heures avec une dizaine de chefs d'État qui ont essayé de passer en revue et de prospecter, n'est-ce pas, l'industrie ou l'industrialisation en Afrique. Je propose de suivre le résumé de ce sujet avec Boubacar Amadou. Industrialisation, l'Afrique tâtonne, le Niger encore plus. C'est en fin de semaine passée que se sont tenus à Niamey deux sommets, le premier sur l'industrialisation en Afrique et le second sur la ZLECAf, la zone de libre-échange économique de l'Afrique. L'industrialisation, un domaine où l'Afrique en général et le Niger en particulier a énormément de temps à rattraper par rapport au reste du monde. Si certains pays peuvent malgré tout se targuer d'avoir un tissu industriel naissant en Afrique, au Niger, même le début d'un embryon industriel n'existe. C'est assurément le défi de la décennie pour ce pays. Alors à Niamey, à l'occasion du sommet, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de promesses et d'engagements ont été faits. Mais qu'en serait-il de la concrétisation? À suivre tout de suite le débat. Alors, premier tour de table, en quelques secondes, Ousseini Issa, industrialisation en Afrique tâtonne, le Niger encore plus. Un sommet pour booster tout ça, qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, je commencerai par dire que ce n'est pas toute l'Afrique qui tâtonne. Il y a des pays industrialisés en Afrique. Quand tu prends l'Afrique du Sud,
quand tu prends un peu le Maroc, il y a un certain nombre de pays anglophones où il y a quand même un soubassement. Le problème, c'est surtout chez nous, n'est-ce pas? Ce que moi je peux retenir, c'est qu'on a fait le sommet chez nous. Il y avait un champion pour les CAF, il faut aussi avoir un champion pour l'industrialisation. Mais ça ne se limite pas, comment dirais-je, au discours. Quand on voit ce qui se passe ces dernières années dans notre pays, je me dis quelque part, c'est un peu du cinéma, quoi. Quand dans notre pays, il y a des sociétés qui ont été tuées de force, je peux prendre le cas de l'Unitex, je peux prendre le cas, comment vais-je dire, on importe pratiquement tout, de la brasserie du Niger, un peu partout, des sociétés comme ça. Quand vous allez dans la zone industrielle, il n'y a plus rien. Mais c'était des choses qu'il fallait consolider. Est-ce qu'on l'a fait? Et ce n'est pas en réunissant des chefs d'État ici, les gens, vous avez vu, ils n'étaient pas nombreux à faire le déplacement de Niamey, les chefs d'État. Il y en a Karma qui ont estimé qu'ils avaient mieux à faire que de venir et s'asseoir, discuter de quelque chose que chacun peut, à son niveau, décider de ce qu'il veut. Et il faut mettre les moyens, il faut planifier. Il n'y a pas tout ça. Merci, Trada. Oui, il faut s'en féliciter quand même que cette réunion se soit tenue, je ne dirais pas pour la première fois, mais parce que nous sommes quand même les initiateurs de cette zone de libre-échange sur la ZLCAF, il faut s'en féliciter. Mais comme on l'a dit, effectivement, il faut déplorer l'absence de certains chefs d'État quand même qui sont des chefs d'État qui peuvent tirer cette locomotive. Le Sud-Africain n'était pas là. Le Sénégalais, le président de la CEDEAO, n'était pas également. L'Algérien n'était pas. Donc c'est vraiment ça qui peut être considéré peut-être comme la tâche noire autrement. L'idée est bonne parce que accepter un problème, c'est déjà un début de solution. Moi je pense on a accepté qu'il y a un problème d'industrialisation en Afrique qui est là. Il faut poser, il faut en débattre, mais il ne faut pas en débattre et aller se coucher avec les résolutions. Les résolutions, si elles sont prises, elles doivent être suivies des faits. Absolument. Moi, je suis entièrement d'accord avec le titre du journal parce que, vous voyez, le sommet intervient dans un contexte où on a déjà le Népal qui est censé booster le développement de l'Afrique dans un certain nombre de domaines. On a la ZLECAf. Parce que normalement, les actions du Népal doivent s'étendre sur le court, le long et le moyen terme. Pendant que nous sommes dans cette dynamique, on crée la ZLECAf et après la ZLECAF, on crée cette volonté de vouloir industrialiser coûte que coûte l'Afrique. Moi, je me dis que, sincèrement, je suis d'accord avec le titre de ce journal-là. Enfin, c'est pas le titre du journal, c'est le titre du thème. Les gens t'attendent. Les gens t'attendent parce que les gens ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Et quand vous voyez un peu les conclusions de ces rencontres-là, c'est que le plus souvent, on veut s'appuyer sur l'extérieur, surtout en ce qui concerne, comment on appelle ça, les fonds privés ou les fonds extérieurs, pour essayer. Or, au niveau de la ZLECAf, au niveau du Népal, les choses ont été assez claires. Au niveau du Népal, le progrès économique et social, l'industrialisation de l'Afrique doivent se faire à partir de l'épargne locale. On ne dit pas qu'il ne faut pas compter sur des initiatives privées ou des trucs comme ça, mais il faut d'abord que ce soit une initiative qui vienne de l'Afrique et que les fonds au départ soient des fonds africains. Mais ici, qu'est-ce que vous constatez? Dans tout le panel, vous avez des Occidentaux. Ce ne sont pas ces Occidentaux-là qui vont vous permettre de vous industrialiser. Je suis désolé. Quand vous voyez un peu la manière dont les 40 dernières années se sont passées, les pays qui ont émergé, ils ont émergé parce que quelque part, ils se sont mis de leur gré ou de force en autarcie. L'Iran, depuis 1979-80, tout le monde sait que les pays occidentaux ont coupé avec elle. Et l'Iran a été obligé de vivre une certaine forme d'autarcie qui a fait qu'aujourd'hui, elle a mis en place une industrie qui est en train de concurrencer dans bien des domaines les industries occidentales. Quand vous prenez un pays comme la Chine, en 1978, la Chine n'avait pas 1 kilomètre d'autoroute. De 1978 à aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers de kilomètres d'autoroute. Donc en réalité, je me dis que quelque part, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas faire appel à l'extérieur, mais il faut d'abord compter sur nos propres. Compter sur nos propres moyens, sur nos propres forces, sur nos propres ressources. Alors le sommet s'est tenu donc le vendredi passé. Je propose de suivre cet élément donc, factuel de notre camarade de la rédaction, Suleiman Ousmane, sur l'ouverture solennelle de ce sommet sur l'industrialisation de l'Afrique.
Ce sont une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement africains qui sont à Niamey autour de leur homologue nigérien Bazoum Mohamed pour prendre part aux travaux du double sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique et d'une session sur la ZLECAf. Une rencontre africaine qui relève d'un caractère important aux yeux des Africains pour le développement du continent africain. Ce sommet vient à son heure. Avec le triple impact du réchauffement climatique, de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, nous mesurons en effet tous les jours combien nos pays restent vulnérables aux aléas de la nature ainsi qu'aux chocs exogènes. C'est donc dire que si les questions de paix et de sécurité s'imposent à nous, il nous faut également, et de façon volontariste, consacrer plus de temps aux priorités économiques de l'agenda 2063 si nous voulons accélérer le processus de développement et d'intégration de notre continent. Pour faire face aux besoins des ressources humaines industrielles, la conjugaison des efforts est plus que nécessaire dans les domaines de l'éducation et de la formation, selon le président de la République. Il nous faut continuer nos efforts et investir industriellement dans l'éducation de base, la formation professionnelle, l'enseignement universitaire et la recherche en utilisant l'éthique comme catalyseur et amplificateur. Nous devons couvrir de manière cohérente le spectre des sciences et des métiers de différents niveaux de maîtrise de manière à permettre au plus grand nombre de pouvoir s'adapter aux évolutions rapides des métiers. Il nous faut, en substance, industrialiser la formation. Le chef de l'État a également beaucoup insisté sur le financement dans les domaines de la science et de la nouvelle technologie de l'information. Dans le domaine des sciences et des technologies de l'information, nous sommes riches de la première des matières premières, la formidable quantité de cerveaux assoiffés de savoir de la jeunesse africaine. Pour gérer et exploiter cette ressource en investissant massivement et qualitativement dans l'éducation, la formation, la recherche scientifique et spécialement dans les technologies de l'information et de la communication. Placé sous le thème « Renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusive et durable », ce sommet se tient après une semaine d'événements parallèles qui ont célébré la semaine de l'industrialisation de l'Afrique à Niamey. Il a également enregistré la participation du président du Rwanda, Paul Kagame, et de l'ancien chef d'État nigérien Mahamadou Issoufou, manager également de la ZLECAf. Le journal Le Nouveau Républicain a titré à ce propos « Niamey, berceau de l'industrialisation du continent ». Niamey, berceau de l'industrialisation du continent, c'est le titre du journal Le Nouveau Républicain. Et puis le journal Niger Inter Hebdo titre à ce propos « L'Afrique déterminée à prendre son envol ». L'Afrique déterminée à prendre son envol. Prendre son envol peut-être à partir de Niamey. Est en train de dire. Alors le Canard déchaîné, lui titre, le journal hebdomadaire Le Canard déchaîné, Industrie en Afrique, les travaux d'Hercule. Industrie en Afrique, les travaux d'Hercule. C'est vrai qu'il y a un long chemin à parcourir, des défis assez énormes à relever. Vous le disiez tout à l'heure dans votre première intervention, Ousenissa, il faut peut-être nuancer, dites-vous, tous les pays africains ne sont pas logés à la même enseigne en termes d'industrialisation. Et surtout, peut-être qu'on a assez parlé ces 50-60 dernières années, il faut passer aux actes. Mais bien évidemment, quand on dit l'industrialisation, c'est qu'effectivement, les gens ont tendance à croire que
C'est le même niveau dans tous les pays. Il y a des pays aujourd'hui qui n'ont rien envié, des pays africains qui n'ont rien envié un peu à l'Occident, parce que si c'est des montagnes de voitures et autres, ils sont là, ils ont pris de l'avance, n'est-ce pas? Y compris un voisin, notre voisin immédiat, le Nigeria. Par conséquent, il ne faut pas généraliser. Et le cas de notre pays, ce qui fait mal dans le cas de notre pays, c'est que nous devions être parmi ces leaders-là, n'est-ce pas? Quand on fait la rétrospective, le pays avait commencé avec en tout cas des unités industrielles qui étaient là, dans tous les secteurs pratiquement. Où sont passées ces unités industrielles? Les gens sont venus, ils ont tout délapidé, ils ont tout tué, n'est-ce pas? Aujourd'hui, s'il faut répartir, c'est à zéro. Sur la base de quoi? De quel financement? Tout à l'heure, docteur Bunti disait, si on doit compter sur l'Occident pour venir un peu, comme avait dit, booster notre industrie, on se met le doigt dans l'œil. C'est pas possible qu'ils viennent. Eux, ils veulent la matière première. Ils veulent cette forme de commerce, que ça soit perpétué. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, c'est que on doit d'abord commencer par voir l'existant, n'est-ce pas? Il y a combien de sociétés qui sont en train de fermer progressivement? Il y a combien de sociétés, au cours de la dernière décennie, il y a combien de sociétés qui ont entreprises qui ont disparu dans ce pays? Il faut se poser la question, qu'est-ce qui a poussé à ces fermetures-là? On ne pose pas le problème sous l'angle, on va trouver à travers les secteurs, on va essayer de dire, vous allez industrialiser avec quoi? Là où les gens ont même de la peine à trouver à manger correctement. Produire même en quantité suffisante pour nourrir, on a des difficultés parce que tout simplement, on s'est arrangé à mettre, comment dire, à tout démanteler. Quand je vois une entreprise, société comme Ronan, que je connais, qu'on a détruit comme ça, délibérément, je me dis, on va faire quoi finalement? Il y a quelques années, on utilisait du savon fabriqué au Niger par les Nigériens, etc. Aujourd'hui, on utilise des savons qui viennent de l'extérieur. On a laissé que ces sociétés presque à 100%. Se délocalisent pour aller s'implanter dans d'autres pays. Et on vient réunir les gens pour dire on va industrialiser. Faisons d'abord les biens utilitaires. Il y a quelques années, il y a même 30 ans, presque 40 ans, pour ça, on fabriquait des piles électriques ici. Aujourd'hui, on importe tout. On importe les piles électriques. C'est le discours qui va changer là-dedans, c'est pas le discours. Les cailloux aussi. Voilà un peu, moi, la situation telle que je la présente. J'ai dit, il ne faut pas généraliser, penser que non, c'est à partir de Niamey que les choses. Non, il y a des pays qui ont compris depuis longtemps que il faut créer quand même une industrie locale, ne serait-ce que pour les besoins locaux. Et aujourd'hui, qui sont arrivés à un niveau où ils importent même dans d'autres pays. Nous sommes inondés de produits, ils exportent plutôt. Nous sommes aujourd'hui inondés. Tous les produits que nous consommons viennent d'ailleurs. Tout. Y compris les produits les plus simples, boîtes d'aliments, il faut commander ça, il faut importer ça comment dire. Alors, oui, alors qu'on avait ça à Maradi. Des boîtes d'aliments, des allumettes, des piles électriques, des pommes, des cigarettes, du biscuit, de l'huile. Non, mais en fait, le problème, c'est vraiment à son sens. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, c'est le politique qui a fait ça. C'est le politique qui a sapé tous les fondements. Et le politique, par le biais de la Banque mondiale. Parce que les gens font semblant d'avoir la mémoire courte. Tout cela a été organisé depuis la conférence de la Bonne pour écraser, ou bien pour empêcher en tout cas l'Afrique de se mettre sur l'orbite du développement. Les différents programmes qui passent, certains ont dit le pass ne passera pas, mais le pass a passé. Ici, si vous vous rappelez, après la conférence nationale, ou bien avant la conférence nationale, il y a eu le PIPCE, où on a vidé toute l'administration publique de ses meilleurs cadres. Ils sont sortis, ils ont créé des choses. Le programme de départ volontaire. Oui, c'est ça le PIPCE. Donc les gens sont sortis, on a laissé l'administration publique à nu pratiquement. Moi qui vous parle, ma mère était directrice de la maternité Gazobi, actuelle maternité Gazobi. Elle a quitté pour créer une clinique. Mais après, on est obligé de la rappeler chaque fois qu'il y a des cas compliqués pour venir. Donc vous voyez, ceux qui ont conçu ces différents programmes savaient où ils partaient. C'est nos dirigeants qui n'avaient pas conscience du fait qu'on est en train de saper les fondements de l'Afrique, les fondamentaux d'un développement de l'Afrique. On a créé tout ceci et à la fin de course, on se retrouve à ne même pas pouvoir gérer ce qui existe. Et on a encore obligé les politiques africains à créer des ministères. Rappelez-vous, il y avait des ministères de la privatisation dans nos pays. Le premier ministère de la privatisation ici a été créé pendant la transition de Wanké, si vous vous rappelez, avec le feu Sako comme ministre. Puis l'actuel ministre des Transports, Alma, est venu sous Tanja pour être ce ministre. Ils ont tout privatisé. En n'ayant pas l'aspect, j'ai dit, mais attendez,
pourquoi mais personne ne réfléchit pour dire non, il faut privatiser. Mais d'accord, il faut privatiser. Est-ce que vous accompagnez la privatisation? Parce que les pays donc, qui vous disent de privatiser là, regardez aussi bien en France qui est la tête de plus pour le Niger, et dans tous les pays, aussi bien en Amérique que en Europe, chaque pays, même si les sociétés qui sont privatisées, même s'il y a des privés, mais quand même l'État est toujours présent, l'État accompagne, l'État défend, le gouvernement défend. Rappelez-vous la crise quoi on appelle, des sous-marins nucléaires avec l'Australie, où la France a fait, Macron a fait une affaire d'État. Donc, mais ici, et j'ai vu quand j'étais au conseil des ministres de l'équipement, j'ai vu comment des ministres embêtent pratiquement le ministre de l'équipement nigérien pour que leur société, des sociétés de leur pays, puissent avoir un marché. Est-ce que aussi au Niger, il y a un ministre qui peut intervenir pour vous parce que vous êtes en train de... Donc, c'est le politique, la réunion a un sens, mais comme tu l'as dit, moi je n'ai pas vu les conclusions, donc je ne sais pas ce qu'ils en ont tiré. Tant qu'il n'y a pas un engagement franc et formel de nos dirigeants à asseoir comme ça l'industrialisation en Afrique, ça va pas, rien ne va se passer. Parce que la première condition pour qu'il y ait une industrialisation dans nos pays, il faut forcément le coût de l'énergie. Oui, mais c'est qui est bizarre. Au moment où c'était des régimes d'exception, qui ne s'étaient pas forcément en modèle de sainteté avec les institutions internationales, et même les gouvernements, parce qu'il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de machin, etc. C'est en ce moment-là qu'on avait des unités industrielles qui marchaient. Un embryo, on a parlé tout à l'heure de beaucoup de produits qui sont fabriqués ici au Niger. Et ce n'est pas le Niger seulement. C'est en ce moment-là que nos pays ont un embryon de tissu industriel. Mais c'est après la démocratie. Mais vous savez que tout ça là a disparu. Donc en principe, la démocratie devrait donner plus de marge de manœuvre aux dirigeants politiques, puisqu'ils sont élus, plus de pouvoir. Kunti avait dit en son temps, personnel, les gens n'avaient pas compris. Il dit, mais comment voulez-vous, quelqu'un qui n'a pas à manger, qui n'a pas à boire, comment vous allez lui parler de démocratie? Est-ce qu'il sait c'est quoi la démocratie? Donc c'est ça, fondamentalement, l'erreur est venue de là-bas. Puisque eux, ils sont démocratie chez eux. Les États marchent sans des dirigeants. On a vu l'exemple de la Belgique. Parce qu'il ne faut pas oublier. Ici, fondamentalement, c'est qu'on n'a même pas les fondamentaux. Les institutions de Bretton Woods, etc., étaient présentes dans nos États avant la conférence nationale. Oui, avant la conférence, oui. Mais on travaille quand on se... Mais ce n'est que des patrons. L'administration, le conseil d'administration et ailleurs, la politique de la Banque mondiale, ce n'est pas elle qui la conçoit. C'est les actionnaires principaux qui conçoivent. Et ils ont senti le danger d'un développement de l'Afrique. Eux, ça ne leur arrange pas. Et nous, malheureusement, nos dirigeants de l'époque n'avaient pas compris. Peu à son embarras, quand on a dit qu'il faut qu'on vide les fonctionnaires qui ont 30 ans de métier. Ou 60 ans d'âge. Ou 60 ans d'âge. Mais c'est à cause de fondement. Parce que là, elle dit, mais si moi je vide tout ça là, qu'est-ce que j'aurais? Et vous voyez, on a vidé pour créer un corps bizarre qui est là. Avec les 30 ans de service, certains fonctionnaires sont allés à la retraite à 55 ans. Oui, à 55 ans. Donc tout ça, à l'époque, moi je me souviens, c'était Idé personnel qui était ministre des Finances. Le problème a été débattu en fond et large. Mais il y avait une pression énorme de la Banque mondiale. Il faut y aller. Mais un jour, personnel a dit, mais pourquoi, puisque c'est pour nous, mais laissez-nous avoir notre temps de réflexion, on va comme ça avant d'y aller. Mais les gens ont pensé. Donc, avant que les gens ne comprennent, c'était trop tard. En tous les cas, oui, le résultat là, il n'est pas plaisant. Non, mais tout ce débat-là, ça se résume en quoi? C'est qu'il n'y a pas de patriotisme chez nous, c'est tout. Vous ne pouvez pas faire ce que vous faites ici. Non, c'est pas parce qu'il n'était pas compris. Non, en fait, il n'aimait pas. Les gens préfèrent. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les chefs d'État. Ils ont plutôt cherché la facilité. Non, les chefs d'État ne sont pas fous. Ils se rendent compte que quand vous vous mettez à travers la route des groupes capitalistes, là, on vous tue. Le premier président togolais, il a pris la décision de créer sa propre monnaie. 3 jours après, on l'a battu. N'est-ce pas? Donc, en réalité, le problème, c'est le manque de... Personne ne veut se sacrifier. Quand vous parlez du Niger, lorsque Kounti est arrivé au pouvoir, il y avait 160 ou 167 sociétés qui marchaient. Mais à partir de 1983, lui aussi s'est mis dans la logique de faire appel au FMI, à la Banque mondiale. Le résultat, c'est que dès 1983, si vous vous rappelez, on a commencé à restreindre l'accès aux bourses, on a commencé à restreindre tout ça là parce que
la finalité pour le FMI et la Banque mondiale, c'est de se faire rembourser les dettes qu'on a contractées. Ce n'est pas pour développer nos pays. Celui qui vous dit que ces gens-là sont là pour développer... Non, je crois qu'il est dans l'erreur. Donc, en réalité, ça continue, oui, et vous voyez que là, tout le discours... La dernière fois, M. Amadou Hamahamadou, l'ancien DGI, a dit que la priorité de nos budgets est celui-là. C'est comme ça, oui. C'est celui de la dette. On dit qu'il faut maîtriser les dépenses publiques. Maîtriser les dépenses publiques veut dire payer vos fonctionnaires et avant de payer vos fonctionnaires, vous nous remboursez. Maintenant, les budgets d'investissement pour accroître je sais pas moi, la richesse dans votre pays, ce n'est pas notre problème. Donc en réalité, ça se résume à quoi? Au manque de nationalisme ou de patriotisme. Quand les Chinois se sont aperçus qu'ils étaient dans l'impasse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à leur propre savoir et à leur propre intelligence. Au bout de 40 ans, la Chine est la deuxième puissance économique du monde. La Malaisie était dans la même situation que nous. Moi, je me rappelle, j'étais étudiant en 1994. La Corée du Sud, l'ambassadeur de Corée du Sud au Sénégal s'apprêtait à partir. Et la Corée du Sud a fait don de 44 véhicules au Sénégal. Le discours que le monsieur nous a tenu, et à l'époque il y avait Ibrahim Fall qui est par la suite devenu sous-secrétaire d'État, sous-secrétaire général des Nations Unies, il dit non, aux indépendances on avait le même niveau de vie. Aux indépendances. 30 ans après, voilà, nous sommes la 9e puissance économique. Et nous n'avons rien chez nous. Nous travaillons pratiquement avec de la matière à flux tendu. Il dit, quel est notre... C'est que nous avons mis l'accent sur le travail et sur la qualité de l'école. Quand vous prenez même en Afrique, là, nous ne sommes pas, par rapport même aux chrétiens, si je peux me permettre, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Parce que, vous voyez, les chrétiens, quel est leur problème? C'est que eux, quand il y a des problèmes nouveaux, les évêques se réunissent pour en débattre. Dès 1963, ils se sont rendus compte que le XXe siècle est un siècle où il faut maîtriser un certain nombre de domaines. Et le pape de l'époque, je crois que c'était le pape Jean XXIII, il a écrit une lettre épistolaire pour dire, bon, si vous êtes un bon chrétien et que vous voulez véritablement le progrès de l'humanité, il faudrait investir dans les sciences et les techniques. Mais nous, chez nous, qu'est-ce qui se passe? En 69, les gens vont sur la Lune, les marabouts disent non, on ne peut pas aller. C'est pour vous dire un peu que ce n'est pas la même culture. Moi, je me dis au fond, ça, l'industrialisation de l'Afrique ne prendra pas son envol à Niamey, c'est pas vrai. C'est pas possible. Comme l'a dit notre... Non, ça ne prendra pas son envol. Non. Il faut que les gens, moi je me dis sur le court terme ou le long terme, ils doivent d'abord investir dans les petites unités industrielles. Il est quasiment impossible aujourd'hui de venir installer une usine d'automobile au Niger. C'est pas possible. L'énergie coûte cher, les routes ne sont pas là. Je ne vois pas si c'est par avion que les gens vont amener les pièces. Mais on peut investir dans un certain nombre de domaines. Exiger par exemple de transformer au moins au premier, au deuxième échelon l'uranium qui est sorti de chez nous, ça permet au moins de recruter plus de 2000 ingénieurs. Et les produits agricoles aussi. Et les produits agricoles. Donc, vous voyez que dans le cadre du NEPAD, on a spécialisé les régions. Dire que bon, des régions comme par exemple les régions sahéliennes, machin, vont investir dans l'agro-industrie. Les régions telles que les régions par exemple du Zaïre et autres là, vont investir dans les industries extractives, ainsi de suite. Donc il y a une spécialisation. Mais la ZLECAF vient, on dit non, libre circulation des biens et des personnes. Mais libre circulation des biens et des personnes pour qui? Pour les grands groupes. Le peuple ne veut que du feu. Que du feu. Donc moi je me dis que dans ces conditions-là, sincèrement, penser que l'Afrique va s'industrialiser sur la base de 10 chefs d'État qui sont venus boire leur bissap, je pense que c'est une illusion. Le Canard en furie qui titre double sommet de Niamey, des mots, loin des mots de notre société. C'est un jeu de mots, vous avez compris que le journal fait. Des mots M-O-T-S, loin des mots M-A-U-X de notre société. Ça c'est plutôt le canard en furie. Le Covid. Double sommet de Niamey, des mots, loin des mots de notre société. Là, c'est plutôt le canard déchaîné, il y a un petit souci. Voilà, juste un engagement du bout de l'œuvre, ça c'est après. Ça c'est plutôt le... Ok, on continue. Niger Interhebdo, Niger parier sur l'industrialisation pour booster le développement économique du pays. Niger parier sur l'industrialisation
pour booster le développement économique du pays. C'est des propos qui sont du président de la République, donc Bazoum Mohamed. Et puis le canard enfoiré dont on vient de voir donc, le titre tout à l'heure. Discours du président Bazoum Mohamed au sommet de l'UA, juste un engagement sur le bout des lèvres. Juste un engagement sur le bout des lèvres. Qu'est-ce que le président de la République a dit, entre autres? Je propose de suivre cet extrait donc, que nous avons suivi dans l'élément de l'ouverture. Extrait donc, du discours du président Bazoum à l'ouverture du sommet de l'UA sur l'industrialisation, au micro de Suleiman Ousmane. Il nous faut continuer nos efforts et investir industriellement dans l'éducation de base, la formation professionnelle, l'enseignement universitaire et la recherche en utilisant l'éthique comme catalyseur et amplificateur. Nous devons couvrir de manière cohérente le spectre des sciences et des métiers de différents niveaux de maîtrise de manière à permettre au plus grand nombre de pouvoir s'adapter aux évolutions rapides des métiers. Il nous faut, en substance, industrialiser la formation. Dans le domaine des sciences et des technologies de l'information, nous sommes riches de la première des matières premières, la formidable quantité de cerveaux assoiffés de savoir de la jeunesse africaine. Pour gérer et exploiter cette ressource en investissant massivement et qualitativement dans l'éducation, la formation, la recherche scientifique et spécialement dans les technologies de l'information et de la communication. Juste un engagement sur le bout des lèvres ou alors, comment dire, les actes vont arriver? Non, mais moi je ne crois pas. Autrement, il ne faut pas se faire d'illusions. Ils parlent de l'école avec beaucoup de machins d'emphase et tout et tout. Mais ils ont contribué à détruire l'école dans ce pays. Parce que tant que les gens vont s'accrocher, parce que tout à l'heure, ce que le docteur Bounti vient de dire, ça dit que toutes les politiques qui sont menées dans nos pays, c'est des politiques qui sont dictées de l'extérieur. C'est la Banque mondiale qui est venue dire non, on ne peut plus continuer, l'État ne va plus continuer, il faut que les parents prennent certaines charges, n'est-ce pas? Quelque part, c'est à travers les politiques comme ça, y compris abandonner. Les pays qui sont développés jusqu'en Occident, c'est quand vous allez voir, ils soutiennent même les agriculteurs, n'est-ce pas? Il y a des subventions pour les... On est venu, on dit, ne subventionnez pas l'agriculture. Il faut privatiser, il faut pas que l'État soit là dans un quelconque commerce. Malheureusement, les gens ont suivi et les gens continuent encore de suivre. Dans cette logique-là, je ne vois pas comment les choses peuvent changer. Surtout que de l'autre côté, les ressources naturelles du pays qui sont exploitées, il n'y a pas de transparence dans la gestion des ressources, des recettes qui sont générées, préinjectées. Et comme on avait dit, dans des secteurs comme l'école, comme la santé, comme l'agriculture, alors que la Constitution a bien dit que les ressources doivent profiter d'abord en priorité à ces secteurs-là. Aujourd'hui, personne ne peut dire exactement dans quoi ils sont en train de mettre ces sous-là. N'est-ce pas? Et souvent, je suis désolé quand j'entends des gens dire, quand il s'agit de l'école, quand on pose certains problèmes, les gens disent non, mais l'État ne peut plus continuer à financer, il faut que les parents... D'accord, les parents doivent s'impliquer, mais faire des comparaisons, parce que le plus souvent, c'est trop facile. Au Bénin, c'est comme ça, au Mali, c'est comme ça depuis. Mais il faut voir le niveau de revenus des populations entre le Niger et le Bénin. Il faut voir un peu les productions qu'ils font là-bas, en termes d'agriculture, en termes de produits agricoles. La difficulté aujourd'hui, même manger, c'est un problème. Imaginez un pays où l'État n'est même pas capable de contrôler quoi que ce soit. Le coût de la vie aujourd'hui, tout le monde le ressent. N'est-ce pas? Les produits, il n'y a pas le moins petit produit, les produits. Mais alors, dans ces conditions-là, moi, je vois mal venir faire des discours pour dire il faut faire, il faut investir. Non, on sait que c'est possible, mais à condition qu'il y ait cette volonté-là. Mais malheureusement, il n'y a pas la volonté. Les ressources ne sont pas gérées de manière transparente. Et l'autre l'a dit, hein, Mamadou, ce qu'on a mobilisé, toute la mobilisation des recettes, c'est pour payer les dettes. Et la Banque mondiale est toujours là pour influencer et orienter un peu les décisions qui doivent... L'école est démantelée à travers ces structures-là. L'agriculture est démantelée à travers ces structures-là. La santé également. Mais alors, quand on va continuer à s'agripper à ces institutions pensant qu'ils nous jettent des miettes, alors qu'avec nos propres ressources, on peut faire beaucoup de choses.
Mais est-ce qu'on est en train de le faire? Il a pris l'exemple de la Chine. Il y a tant d'autres pays qui ont compris que vous allez être tenu en laisse pendant des années tant que vous continuez à accepter les dictats de ces gens, parce qu'ils vous financent ou ils vous donnent des financements que vous ne finissez jamais de payer. Alors, on doit continuer comme ça et penser pouvoir industrialiser ou bien rompre les amarres et puis trouver nous-mêmes notre chemin, notre propre chemin. Trouver notre propre chemin, c'est vrai. Mais sur quoi il faut véritablement compter dans les pays comme le nôtre? Est-ce que c'est sur la capacité de l'État? Parce que dans le pays, c'est l'État qui est le plus grand pourvoyeur de ressources, qui peut créer des industries, etc. Mais il y a aussi quand même l'esprit d'entreprise aussi. Les initiatives individuelles, personnelles ou privées. Est-ce qu'on peut compter sur ce genre d'initiatives pour industrialiser? Non, moi de mon point de vue, le débat est en train d'être divisé, même à leur niveau. Parce que quand même l'industrialisation de l'Afrique, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un slogan, on a toujours... Mais fondamentalement, pour avoir une industrie, je ne suis pas spécialiste dans la matière, mais de mon point de vue, pour avoir une industrie, il y a certaines conditions qu'il faut réunir. Il faut avoir le marché et il faut avoir de l'énergie. Ces deux conditions doivent être réunies d'abord pour pouvoir passer de l'industrialisation. Et, en troisième condition, la matière première. Or, dans nos pays, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a la matière première. On a la matière première. On a le marché. On a à peu près le marché, si on sectarise. Mais le coût d'énergie est prohibitif. On n'a pas d'énergie. C'est prohibitif. Et on veut un truc communautaire, puisqu'on parle de l'Afrique. En fait, le problème chez nous, c'est même pas seulement que le prix de l'énergie est prohibitif, c'est qu'on n'a pas l'énergie. Oui, non, on peut l'avoir si on veut. On peut faire le mix énergie. On a suffisamment de soleil, on a suffisamment d'eau ici, et on a la compensation avec le gaz ou maintenant qu'on a le pétrole, on a le gaz. On a toutes les conditions qui sont réunies pour avoir. Et il y a le Kandaji qui est en train de venir. Oui, mais le Kandaji, 130 MW. Oui, 130 MW. C'est vite dépassé. Hein. Oui, c'est vite dépassé, mais prenez le coût de ce barrage de Kandaji. On parle aujourd'hui de 740 milliards pour pouvoir le faire. Pour seulement 130 MW. Qui est en train de dépasser, parce que même les régions du fleuve, font plus de 130 MW. Donc vous voyez, c'est pourquoi parfois, et ça c'est pratiquement à crédit, 80% des 740 milliards sont financés par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, beaucoup de gens qui vont nous le demander 1 an ou 2 ans après sa mise en marche en fonction. Et on parle de 2025. Et on parle de 2025. Donc avant qu'on arrive déjà, il sera dépassé complètement. Donc, il y a ce problème qu'il faut résoudre d'abord avant de penser à autre chose. Parce que si les Africains veulent réellement se développer, regardez par exemple aujourd'hui en Europe, vous avez des catégories de produits qui sont labellisés un pays. Nous ici, dans le cas de NEPAD, le docteur a dit tout à l'heure qu'on a parcellisé l'Afrique en sous-secteurs que chacun produit. Mais au niveau de la CEDEAO aujourd'hui, si vous remarquez, qu'est-ce qu'on fait? On fait pratiquement le même produit, mais chez nous à petite échelle. Parce que quand vous voyez, il n'y a que des produits pratiquement de services qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas véritablement de... Non, pas. Les mêmes produits, vous les retrouvez... En dehors de l'industrie laitière un peu, chez nous, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est le seul pays aujourd'hui qui importe tout ce qui est boisson. Oui. C'est le seul pays qui n'a pas de brasserie. Pratiquement dans le monde, le Niger. Donc, vous voyez, c'est vrai que les gens on ne sait vraiment pas ce qu'on veut. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est une volonté politique. Parce que le politique doit être en mesure, même si on est dans une économie libérale, mais imposer quand même, il a une priorité lui. On n'a pas que des gens à transporter. Si vous voulez aujourd'hui, si vous remarquez, le secteur qui marche, c'est le transport et comme ça, le transfert monétaire. Sauf que là-bas, ce n'est pas des industries. Mais, non, on peut en faire, on peut en former. Si l'État a une politique d'industrialisation, il peut réunir de services. Oui, il peut réunir ces manières de ce secteur-là pour faire des capitaux et créer des industries vraiment qui seront rentables. Mais aujourd'hui, c'est tellement libéralisé, chacun avec son argent, il offre des services. C'est que Dangote est en train de faire au Nigeria. Exactement, par exemple. Vous voyez, avec l'appui du gouvernement, il est en train
c'est le gouvernement qui a organisé les opérateurs économiques. Il a été aidé par le gouvernement parce que c'est un domaine de concurrence. Il faut forcément quelque part une certaine garantie, une certaine force pour pouvoir amener les gens à faire la même chose. Aujourd'hui, on a énormément de milliardaires, aussi bien factices que réels, qui peuvent se réunir pour vraiment faire des industries, mais malheureusement, il n'y a pas l'idée politique, il n'y a pas l'accompagnement politique pour le faire. Est-ce que c'est une idée à prospecter? Non, on est en train de ramener le débat peut-être à l'échelle du Niger. À l'échelle du Niger, il est quasiment impossible d'industrialiser. Il ne faut pas se passer de l'illusion. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Non, j'arrive. Moi, je ne suis pas un économiste, mais moi, je mets en branle mon bon. On a deux voisins encombrants, le Nigeria et l'Algérie. L'énergie coûte moins cher dans ces deux pays-là qu'au Niger. Tout produit que vous voulez fabriquer au Niger, au Nigeria, on peut vous le fabriquer à 50 fois inférieur. Je veux dire, si vous voulez le vendre au Niger à 100 francs, on va vous le fabriquer à 30 francs. Donc, il faut déjà arriver peut-être à résoudre le problème, mettre en équation les prix de l'énergie ici et au Nigeria. C'est quasiment impossible. Quand vous prenez l'Algérie, c'est même pire. L'énergie coûte moins cher en Algérie qu'ici et peut-être même au Nigeria. Parce que pratiquement tout est gratuit. Donc, si dans ces conditions-là, vous voulez créer de l'industrie, il faut une farouche volonté de protectionnisme. Ce que les textes de la CEDEAO, de l'Union africaine ne permettent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens aujourd'hui, peut-être, il y a des industriels nigériens qui n'implantent pas les usines ici. Ils implantent les usines en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système, dit système harmonisé, où normalement, si le produit est fabriqué sur le sol de la CEDEAO de l'UEMOA, il y a un rabattement de 70% qui est effectué sur les frais de dédouanement. Donc, ça veut dire que je peux fabriquer le produit peut-être en Côte d'Ivoire, ne payer que le transport et les frais de douane, et peut-être fixer le prix ici au Niger. Donc, dans ces conditions-là, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'implanter l'usine ici, pour se retrouver avec de la matière première à importer, les gens préfèrent fabriquer le produit. Il y a beaucoup de Nigériens qui ont des industries en Côte d'Ivoire et au Ghana. Donc, ils fabriquent, et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rentrer. Et ici même, rappelez-vous, Soline, là, moi, j'ai fait, oui, j'ai fait plus de 8 séjours en Libye. Qu'est-ce que les Libyens voulaient faire? Les Libyens voulaient fabriquer un certain nombre de trucs ici, des piles, de macaronis, ainsi de suite. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est les commerçants d'ici qui ont fait comprendre au gouvernement que ce n'est pas une bonne chose. On est prétexté, les recrutements, c'était faux. Pourquoi? Parce que lui, le gouvernement, qu'est-ce qu'il va voir? Ce n'est pas le nombre d'emplois uniquement créés qu'il voit, mais quelles sont les recettes au niveau de l'État qui puissent lui permettre d'accomplir un certain nombre de projets. Or, quand il a fait ses calculs, il s'est rendu compte qu'il est beaucoup plus rentable pour lui de faire importer tous ces biens qu'on va fabriquer sur place que de les fabriquer ici. Et il a fait capoter le projet. Donc il faut se mettre en tête que... Non, les bâtiments même ça à vendre. Depuis des années, je crois que... Ils se sont installés au Burkina. Oui, ils se sont installés au Burkina parce qu'au Burkina, ils ont plus de facilité. Regardez un pays comme le Burkina, qui est un pays qui n'a pas de frontière avec le Nigeria. Beaucoup d'industries peuvent évoluer, même si le marché n'est pas là. Pourquoi? Parce que quand les gens implantent l'industrie... Oui. En plus, remarquez au Niger, un troisième fait, c'est que dès que les gens deviennent ministres, qu'est-ce qui se passe? Ils fabriquent des importateurs à partir de la Chine. En réalité, c'est le monde extérieur qu'il faut développer la Chine, parce que même nos chaises là sont fabriquées là-bas. Pour relancer l'industrie de la menuiserie, on peut dire, écoutez, à partir de maintenant, il n'y aura plus de chaises importées dans les ministères. Il y a des chaises qui sont restées dans les ministères là pendant 30-40 ans, les chaises de la Sonifam là. Maintenant, les chaises chinoises là, c'est 2 jours. Donc, mais en réalité, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de contribuer au développement de la Chine au détriment de nos propres industries. Donc au moins dans ce petit domaine, peut-être, si on essaie de voir, peut-être que ça peut marcher. Mais moi je suis sûr que sur l'ensemble là... Non, industrialiser le Niger quasiment... Non, en tout cas... Moi, non, il y a un bémol qui fait une chose à apporter. Tu n'as pas la parole. Même si tu veux. Dans tous les cas, tu n'as pas d'argument supérieur. Non, tu n'as pas d'argument supérieur. C'est ok. Non, j'ai des arguments supérieurs. Non, il ne faut pas dire quoi. Tu ne peux pas dire ça dans l'absolu. Regardez, le Nigeria. Non, tu n'as pas la parole. Voilà. Il faut... Non, ça dit qu'il y a des industries qui ne peuvent pas s'implanter. Ça, il ne faut pas se bercer d'illusions. Peut-être des petites industries, des petites unités industrielles, oui, susceptibles dans des domaines précis
Mais vouloir industrialiser, fabriquer des automobiles, moi je suis sûr que même dans 2000 ans, c'est alors le président lui parlait tout à l'heure dans l'extrait qu'on a suivi. En plus, j'y arrive. Il y a une chose. Même au sein de l'Afrique francophone, il faut faire la part entre les pays dégradés là, qui sont en faillite, et le Sénégal. Le Sénégal, dans beaucoup de domaines, est aujourd'hui capable de rivaliser avec beaucoup de pays. Et vous avez vu actuellement, ils viennent d'inaugurer une université. Oui, l'université à Mohamed Amtar. Vous avez vu que sous Ouad, ils ont commencé même à monter des bus chez eux. Pourquoi? Parce que le Sénégal, pendant des décennies, a mis l'accent sur la formation des ressources humaines. Oui, justement, du point de vue de la formation, tout à l'heure on l'a entendu, le président en a fait déjà, nous aussi, on a commencé un peu avec l'installation des unités dans les régions qu'on a spécialisées. À Difa, par exemple, l'université, c'est la pétrochimie, des profils comme ça, etc. Et à Maradi, je crois que c'est l'industrie, justement, non? Le privé, etc. Finance banque, non, est-ce que ça s'inscrit? Non, finance banque ne peut pas permettre. Non, je ne parle pas de finance banque. Je ne parle pas des écoles professionnelles qui sortent. Non, j'ai des universités, des unités qui ont été ouvertes dans un premier temps dans les différentes régions, avec chacune une. Vous savez, dans ce genre d'école-là, il faut d'abord que ceux qui enseignent soient intéressés par la recherche pratique. La plupart des enseignants-chercheurs ne veulent pas aller dans les labs. Il ne faut pas se bercer. Moi, je suis resté là. Les gens se disent que, regardez à la fac de sciences, là, du temps de Kountié jusqu'à notre départ, il y a des machines susceptibles même de faire des trucs, comment on appelle ça, réchappage de pneus. Mais les enseignants-chercheurs réchignent à y aller parce que ce ne sont pas des ingénieurs. Pour la plupart, ce sont des docteurs. Les gars se disent que c'est un truc. Alors que c'est là qu'on peut former les enfants. On peut former les étudiants. Il y a beaucoup de machines aujourd'hui sur lesquelles les gens doivent. Le labo à l'EMIG, là, on avait comment on appelle ça? On avait, comment on appelle, pas un laboratoire, mais on avait un microscope que vous ne retrouvez pas dans la sous-région. Aujourd'hui, je crois que les Ivoiriens sont partis avec. Donc ça veut dire que si vous n'aimez pas votre pays, qu'est-ce qui va se passer? Mais les autres vont venir vous détruire. Moi, je me dis que pour faire véritablement, pour aller de l'avant, il faut d'abord que le gouvernement, à un moment, mette en avant le nationalisme et protège peut-être les petites unités industrielles qui existent et qui vont être créées. Voilà, donc tu donnes toi-même les pistes. Tu ne peux pas dire que dans l'absolu, on ne peut pas se développer. On va parler de l'absolu, s'il te plaît. Non, si, tu as dit. Avant de continuer cette information, peut-être ça va mettre un peu fin à votre dialogue. Enfin, j'informe nos téléspectateurs de Niamey et d'ailleurs, qui le savent déjà. Malheureusement, il n'y a pas de sous-titrage sur le petit écran, vous avez dû le remarquer. Nous sommes sur le premier thème de Presse Plus, industrialisation. L'Afrique t'attend, le Niger encore plus. Vous pouvez participer à Presse Plus comme tous les jours en nous écrivant sur les numéros suivants, soit un SMS ou un message WhatsApp, numéro orange 91 11 87 82 91 11 87 82, ou alors exceptionnellement aujourd'hui, puisque nous n'avons pas le numéro affiché, un second numéro RTL, celui-ci, 96 89 17 57 96 89 17 57. Alors merci pour votre compréhension. Oui, Trada. Non, j'étais en train de dire que moi je suis pas d'accord avec Mouti. On ne peut pas dire qu'un pays ne peut pas. Un pays, c'est un pays. C'est une dynamique tout le temps. C'est juste une question de volonté politique. Regardez par exemple au Nigeria. Je donne deux exemples. Le Nigeria et le Burkina Faso. Le Nigeria, tout récemment, quand il a décidé que le riz, il ne va plus importer. Et le riz rentrait du Niger. Vous avez vu des images ici où on a même ordonné au poste frontalier de tirer à vue sur ce qui est important. Au bout de 3 ans, il est devenu maître de son affaire. Il l'a maîtrisé et on l'a vu la dernière fois aussi des images où il a inauguré une usine où pratiquement le Nigeria est aujourd'hui autosuffisant en riz. Dans les années 83, sous la Révolution, quand vous avez eu... Et il a fini avec le riz, ils se sont attaqués à la tomate, voilà, qui était très consommée là-bas, voilà, et qui avait... La production agricole n'était pas suffisante, il y avait là aussi des importations. Voilà. Et d'un côté, c'est investi aussi, voilà, c'est investi, et aujourd'hui, ils ont nivelé le problème. Voilà, donc ils sont autosuffisants. Au Burkina, quand ils ont fait les calculs dans les années 83-84 avec Thomas Sankara,
Ils avaient décidé, pour l'armée, là, ce que ça coûte en tenue, en bottillon, en ceci, cela. Ils ont dit non, on arrête ça. On va industrialiser ce secteur. On va réunir tous les artisans qui s'y connaissent. Et au bout de 2 ans, si vous avez remarqué, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Les Burkinabés, l'armée burkinabé, la police, la gendarmerie, ils sont habillés avec la coutonade locale. Et ça ne durait que 3 ans pour le faire. Même les boutons sont faits, fabriqués sur la base des cornes. Donc c'est une question de volonté politique. Quand vous avez des gens qui sont déterminés effectivement à y faire face, ils vont le faire. Mais si effectivement les gens sont venus pour le bling-bling, pour suivre l'Occident, on ne va pas se développer. Le développement, comme il l'a si bien dit au début, c'est une question de volonté politique, de patriotisme, de se mettre à notation. Il a donné l'exemple de la Chine et de l'Iran. Mais parce que les gens ont décidé de faire ce sacrifice. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Non, c'est toute la nation qui s'est décidée à faire un sacrifice pour y arriver. Mais aujourd'hui, dans nos pays, malheureusement, comme j'ai dit, la démocratie a traversé les choses. Dès que vous voulez faire quelque chose, ce n'est pas une majorité. Tout le monde s'oppose. Tout le monde s'oppose. Hussein. Non, mais pour moi, tout à l'heure, quand je suis... Impossible pour nous, impossible pour nous de s'industrialiser D'abord, la base, c'est ou de se développer à travers l'industrialisation. N'est-ce pas? C'est la formation de qualité. Il faut se le dire. Le fait de venir dire, on sait comment l'école publique a été démantelée. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu des enseignants souvent dans le cadre de la coopération technique jusqu'à l'université. C'était quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, venir faire du bruit, parce qu'on a vu la baisse de niveau et tout dont on parle, aussi le mécanisme par lequel on est arrivé là. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en train de vouloir corriger ou bien trouver juste des formules, comment dirais-je, comment vais-je dire, pour dire voilà, on va reprendre les choses en main. Jusqu'ici, le problème est là, le problème de la qualité est là. Je ne vois pas par comment ce qu'on a démantelé en 10-15 ans, on peut pouvoir le faire en quelques 2, 3, 4 ans en un mandat. C'est pas possible. C'est pas possible, il ne faut pas se faire d'illusions. Maintenant, du point de vue de la production agricole, parce que c'est là où je voulais en venir. Parce que la première chose, pour pouvoir transformer, on a parlé de la création de pôles agro-industriels dans les régions du pays, mais il faut d'abord se poser la question, nous produisons quoi? En quantité, il faut produire en quantité d'abord pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Maintenant, l'excédent là peut contribuer à faire fonctionner les unités agro-industrielles. Est-ce qu'on en est arrivé là? On n'est pas encore à ce stade. Et quand on voit un peu les politiques qui sont mises en œuvre, malheureusement, on restera à l'évidence que c'est juste des politiques sur papier. Ben voilà. Pendant, on se retrouve encore chaque année d'une année à l'autre. Moi, j'ai dit il faut s'attaquer à ces questions-là. Et quand on dit accompagner, parce que d'abord, c'est un pays où les gens ne mangent pas à leur faim. D'abord, le premier défi, c'est de créer les conditions pour que les gens puissent manger à leur faim. N'est-ce pas? Pour que les aliments soient accessibles, pour qu'on puisse produire. Tout à l'heure, on a parlé du cas du Nigeria. N'est-ce pas? Il y avait le machin, les clauses, les trucs de la CEDEAO, les trucs de la... Mais il a décidé que non, c'est fini. Plus personne ne peut introduire du riz chez moi. Je vais créer les conditions. Ici, on nous a dit en 2020, 2022, 2023, 0 riz importé. Est-ce qu'on est en train de tendre vers ça? Mais alors, c'est pour ça quand j'ai dit, c'est bien beau de faire le discours, mais quand les actes ne suivent pas, parce que tout simplement, les ressources, au lieu de les mettre vraiment de manière transparente, là où il faut, les ressources sont le plus souvent détournées. Malheureusement, c'est ça la réalité. Et au bout du compte, quand on fait le bilan, on réalise que rien n'a été fait. Pratiquement rien n'a été fait. Pendant pratiquement la décennie écoulée, quand on voit un peu la situation, je suis au regret de voir des gens dire on va rattraper, parce qu'en disant ce qui avait été planifié par le président, l'ancien président, il dit chaque année il allait faire 2500 classes par an. Mais on ne serait pas encore dans cette situation de 36 000 classes. Et aujourd'hui, les gens acclament parce qu'on lance des petites initiatives par-ci, par-là. L'État veut construire 2000 et quelques classes juste quand on vient répartir. Et ça fait du boucan. Tout ça, c'est lié au fait que les gens ont abandonné. Les gens, par le truchement de la démocratie, ce n'est plus le développement communautaire qui intéresse, c'est le développement individuel personnel, n'est-ce pas? On place quelqu'un, au lieu de se dire, je suis là pour donner des résultats, pour faire avancer la communauté, pour faire avancer le pays. Je suis là d'abord pour me faire avancer. Tant qu'on a cette mentalité, et ça va continuer tant qu'on a cette mentalité, et surtout que c'est favorisé par l'impunité, n'est-ce pas?
C'est favoriser la corruption et l'impunité. On n'arrive même pas à combattre ces choses-là. Et on va vouloir parler d'industrialisation. Comment ça peut se faire? Ces questions-là, d'abord, il y a des préalables à régler. Et je n'ai pas l'impression que ces gens ont envie de régler ces préalables-là. Je n'ai pas en tout cas l'impression qu'on est dans cette dynamique-là. Et tant qu'on n'a pas changé, tant qu'il n'y a pas de changement de cap, je ne vois pas par comment on peut penser pouvoir industrialiser un pays qui a pris un retard considérable au cours de ces dernières années. Sur tous les plans, le pays a régressé drastiquement. Oui, le pays a régressé, c'est vrai, mais comme je le dis, c'est une question de volonté politique. Tant que les gens songent à compter sur leur propre force, évidemment, ils vont créer le développement. Mais quand vous pensez que c'est toujours l'Occident, l'extérieur qui va vous faire, regardez, tout récemment, le 2 et 3 novembre dernier, s'est tenu à Niamey, on a réuni des partenaires pour nous financer notre politique énergétique. Pour nous financer. On cherche des partenaires pour financer la politique énergétique du pays. Mais comment on peut prospérer comme ça? On ne peut pas. Tant que nous-mêmes, on ne se dit pas qu'on a la capacité, on a la possibilité de le faire, on a des ressources humaines pour le faire, puisqu'on a formé des gens pour ce faire, pourquoi on va aller chercher à l'extérieur? Et comme tu l'as dit pour le domaine agricole, on a tellement de surfaces à emblaver dans ce pays. On a de l'eau, comme pas possible. Donc on a le gaz, on a le soleil, on a toutes les possibilités sont offertes à nous. Et on a, petit à petit aussi, on a une masse critique de population qui peut quand même absorber ce qu'on produit. On peut au moins commencer par là. Mais si finalement, la question est, attends vraiment la volonté. C'est toujours ça. Est-on assez courageux pour prendre certaines décisions ou prendre certaines attitudes qui peuvent nous permettre de se développer? Non, mais vous savez, tant que les dirigeants ne seront pas convaincus que leur premier arbitre, c'est leur peuple, pas l'Occident, ça ne va pas aller. Ça va pas aller. Voilà ce que certains téléspectateurs nous disent. Ils veulent participer à cette presse plus aujourd'hui. Monsieur Bouba Mega, je ne sais pas si c'est le même qui est. Et donc, monsieur Bouba Mega, il dit bonjour. De façon générale, quand on vous qualifie d'oiseau, vous devez savoir voler ou au moins faire des bons assimilables au vol. Il dit le Niger a organisé ce forum pour le nom même, quand on est né, après la honte, aucun dirigeant digne de ce nom ne peut parler d'industrialisation. En parlant d'industrie digne de ce nom, il faut produire pour transformer. Les zones de production au Niger sont rurales. Alors qu'est-ce que les masses rurales produisent aujourd'hui? Parce que les zones de production sont désertées par manque de sécurité. Parlons d'abord d'école, qui est le fondement de tout développement. Et bon, de qui se moque-t-on, conclut-il? Donc il a mélangé l'information et puis le développement en passant par les zones rurales. C'est vrai que l'insécurité existe aujourd'hui, ça va prendre du temps certainement avant de résorber complètement. Mais bon, ça c'est un problème qui existait avant, et puis l'insécurité assez grandissante dans nos zones rurales. Avant même ça, nos zones rurales, ça fait longtemps qu'elles ne produisent pas. Moi, j'étais au Gabon en 2012, quand le gouvernement a décidé que le bois brut ne va plus sortir du pays. Mais c'était le branle-bas. Les Occidentaux, les Syriens, les Libanais qui exploitaient. Vraiment, c'était une catastrophe pour eux. Mais quand le gouvernement insistait, il dit non, au moins la transformation au premier échelon ou au deuxième échelon doit se faire pour créer de l'emploi. Il a insisté, vous avez vu ce que cela a donné. Pourquoi? Parce que, moi je m'excuse, mais dans la région Bantou, il y a une sorte d'extraversion de la mentalité vers l'extérieur. Même le simple poisson, l'oignon là, il fallait que ça vienne d'Australie, ils étaient bien heureux. Le gouvernement a dit non. Je vous assure qu'à Libreville, là, vous jetez du riz ou de machin, du niébé dans la rue, en tout cas, la terre est tellement riche que ça va donner. Jusqu'au moment où on construisait les stades là, c'est la forêt qu'on défrichait pour nous permettre en tout cas de nous installer. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous n'avez pas l'amour du pays, vous ne pouvez pas développer le pays. Les Chinois, je vous assure qu'ils étaient plus pauvres que nous. Moi, je me rappelle, on était gosses quand ils envoyaient leurs médecins coopérants là. Ils ne pouvaient même pas nous donner des comprimés, c'était des sortes de gélules. À fond, et puis bon, on te dit, tu as le palu, tu as l'impression que c'est un zima que tu as en face de toi. Voilà. Aujourd'hui, ils viennent installer des scanners chez nous. Donc, si vous n'avez pas l'amour du pays, vous n'avez pas de patriotisme chez vous, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que vous ne pouvez pas faire avancer quelque chose que vous n'aimez pas. Il faut d'abord vouloir se sacrifier pour le pays afin de le faire progresser. Je n'ai pas vu un dirigeant, en tout cas ces dernières années-là,
qui est prêt à se sacrifier pour le pays. Mais il est prêt à profiter du pays. Et la plupart des gens, malgré le fait qu'ils soient dans le système, ils ne sont pas là pour servir. Ils sont là-bas pour se servir. Et donc, dans ce genre de trucs, vous ne pouvez pas développer, vous ne pouvez pas industrialiser. Moi, en tout cas, moi, c'est ma conviction. C'est un peu, bon, ce n'est pas exactement ça, mais c'est un peu dans la même lignée. Monsieur Boubacar Ibrahim, qui nous écrit depuis Niamey, la capitale, il dit l'un des problèmes de l'industrialisation au Niger est la rupture le plus souvent entre les régimes qui se sont succédés. Au lieu de construire sur l'existant, on s'efforce à effacer toute trace du prédécesseur pour se faire une image. À mon avis, l'industrialisation du Niger peut commencer à la base en soutenant les petites initiatives individuelles, ça et là, avant d'évoluer vers la grande industrie. Mais personne, un enfant qui naît, il ne marche pas tout de suite. Les industries, c'est des embryons qu'on met pour que, des petites unités pour que, à la fin des fins, on ait des grosses industries. Mais comme on l'a dit tout de suite ici sur ce plateau, c'est un problème de conviction, de patriotisme de nos dirigeants. Il a parlé de la Chine tout à l'heure. Mais regardez, la Chine a construit le siège de l'EIA. Par la suite, on a découvert que c'est truffé de micros, les gens levaient des boucliers, on a dit non, pourquoi on a accepté. Maintenant, la même Chine va construire le siège de la CEDEAO à Abuja. Avec tout produit, il n'y a même pas, en dehors de l'eau, il n'y a même pas une goutte de ciment ou de quelque chose qui est du Nigeria. Tout est ramené du Chine. Donc, nos dirigeants sont enclins à plutôt penser que le développement viendra toujours des autres. Or ça ne viendra pas. Ça ne viendra jamais des autres, puisque les autres aussi se cherchent. Ils sont en train de galoper. Monsieur, oui, je donne la parole justement en lisant ce message de monsieur Abdoulawan. Monsieur Abdoulawan, il dit qu'il est enseignant-chercheur. Il a l'habitude de nous écrire d'ailleurs. Il dit, le président, dans son discours d'ouverture, a dit que l'Afrique a la première des matières premières pour se développer, c'est-à-dire la jeunesse. Il dit non, pour le cas du Niger, c'est plutôt une bombe qui va servir aux groupes obscurs ou multinationales étrangères à moindre coût. Cette ressource dont il parle n'est pas formée. Et quand elle est mal formée. On ne peut pas faire de l'industrialisation avec la jeunesse dans cette situation. Pourtant, il parle de la formation alors qu'il ne consacre même pas la moitié du budget de la présidence à la formation. Quelques jeunes qui ont accès aux formations de qualité, leurs fils notamment, ne reviendront pas dans le pays car les facilités de création de richesses du pays d'accueil les retiendront. Ou quand ils reviennent, c'est pour remplacer leurs parents qui prennent leur retraite en politique, c'est-à-dire pour continuer le pillage de l'État. C'est vraiment un tableau. Non, mais moi je partage entièrement ce qu'il a dit. C'est vraiment caricatural, mais c'est comme ça. On va bien. Tout à l'heure, quand j'ai dit, c'est volontairement, délibérément qu'on a détruit l'école. Et ils ont contribué. Eux-mêmes, ils ont contribué. Ils n'ont pas été, parce que le retour de l'ascenseur aurait été que, parce qu'ils ont toujours dit que quand ils vont... C'est l'ascenseur social, mais alors, quand ils sont arrivés, toutes les politiques qui ont été mises en œuvre dans l'école, au niveau de l'école, toutes ces politiques-là ont contribué à dégrader l'école. Aujourd'hui, combien d'années ils se sont mis à travailler avec cette histoire de contractualisation de l'éducation, sachant pertinemment que ça va avoir des impacts négatifs sur la qualité. Ils ont continué à le faire jusqu'à pratiquement à 20h seulement où ils disent bon, on va mettre fin à ça. Mais tous les déchets là qu'on a pu accumuler d'année en année là, quand est-ce qu'on peut pouvoir récupérer ces choses-là? Voilà un aspect. L'autre aspect, je vais toujours insister là-dessus. J'ai comme l'impression que ce que Bounti a dit, on compte sur l'extérieur pour venir nous développer. Nous avons nos ressources, nous avons nos propres ressources, n'est-ce pas? Alors, du point de vue, comment veut dire, la marchandise de nos ressources, on voit comment ils se comportent vis-à-vis même de l'Occident. Ceux qui se lèvent pour défendre que l'Iran ne vaut plus rien. N'est-ce pas? Pourtant, les compagnies viennent s'implanter, souvent avec des conditions souvent défavorables pour nous. Et ils acceptent. N'est-ce pas? Le pétrole, aujourd'hui, on est en train de taper les mains pour dire en 2023, le Niger va exporter du brut. Dans quelles conditions c'est en train de se faire? Et on ne dit pas aux gens. Depuis qu'on a commencé l'extraction, le raffinage du brut à Zender, les gens s'attendaient à ce que le carburant, par exemple, soit accessible. Ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que je me dis, entre ce qu'ils disent comme discours et la réalité, il y a tout un fossé. Il ne faut pas se faire d'illusions.
la volonté, ils n'ont pas cette volonté de changer. Parce qu'avoir la volonté suppose, on va essayer de voir avec nos ressources que nous pouvons mobiliser à travers, comment dire, tout ce qu'on a comme richesse là, qu'est-ce qu'on peut faire de durable? Est-ce qu'ils sont dans cette logique-là? Je prends aussi le cas, par exemple, de l'or. Quand Samira a été lancé, on dit on va avoir notre lingot. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. On ne sait même pas ce que c'est devenu. Alors, quand on est... Non, vous savez, en fait, le véritable problème, comme vous l'avez dit... Non, je suis en train de dire qu'on doit d'abord tabler sur ce qu'on a et les retombées, essayer de les investir, mais de manière vraiment transparente. Est-ce que c'est ce qui est en train d'être fait? Non, mais alors, toi tu es parti loin, ça c'est la fin, ça c'est la finalité. Nous on parle des fondamentaux qu'il faille asseoir pour une industrialisation, un embryon d'industrie. Tout à l'heure on a parlé de certains pays, la Chine, mais regardez même le cas de la Guinée. Le cas de la Guinée. Le président guinéen. La Guinée est l'un des premiers producteurs de bauxite au monde. Sous tous les régimes, c'était, en tout cas de l'ère démocratique, c'était des multinationales. Quand il est arrivé, un matin, il a décidé non, que ça ne va plus se faire comme ça. Il a convié les gens, il a dit non, bon, voilà ce que j'ai décidé. Les gens ont piaillé, mais il dit non, ça ne bouge pas, c'est comme ça. Et aujourd'hui, effectivement, les gens ont tout fait, mais il n'a pas bougé d'un iota sur sa position. Et le bauxite est en train, ils ont créé une société nationale de droit guinéen, et les autres sont intervenus dans le capital, c'est tout. Donc, tant qu'on n'a pas effectivement des leaders comme ça qui pensent que c'est pas, a priori, c'est pas rester manger ce qu'il y a là, que les gens ont créé, que je dois me consacrer, mais je dois plutôt apporter ma pierre d'une autre manière à l'édifice de la construction nationale. Et c'est ça qui reste en général. Il y a certains qui, dès qu'ils partiront, c'est fini, on va les oublier. Mais il y a d'autres, aujourd'hui, on parle toujours de Mao en Chine, on parle de De Gaulle en France, on parle de beaucoup de monde, parce qu'ils ont installé des fondamentaux dans leur pays. Mais il faut avoir le courage. Aujourd'hui, on parle de Sankara encore, dans l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'il a eu le courage jusqu'à côtoyer la mort chaque fois, pour le bien de sa population et de l'Afrique. Mais si vous avez des gens effectivement qui se contentent d'être en costume, cravate, en beau bazin, là effectivement le problème de l'Afrique ne va jamais, en tout cas de notre pays, ça va jamais bouger. Alors, M. Abdou Bakanourou, depuis Zandar, lui qui nous parle du problème de l'énergie, vous l'avez évoqué plusieurs fois ici, du coût de l'énergie notamment, il dit bonjour chers panélistes, justement sur la question de l'énergie, je viens de constater que le Mali, concomitamment, donc, en collaboration avec le Sénégal et la Mauritanie, a un barrage de 140 MW. Et du coup, le coût de l'énergie, donc ce barrage est nettement bas, moins de 300 milliards de francs CFA. Ma question est la suivante, pourquoi le coût a plus que doublé au Niger? Nos politiciens sont-ils les plus nuls en Afrique? Non, ça personne, en tout cas, enfin, peut-être les autres. Mais moi je pense que vous l'avez remarqué, on n'est pas fort en négociation. Où on a les intérêts fragiles, on est facile à corrompre. Franchement, quand vous voyez les conclusions de certaines négociations, la manière dont les accords sont conclus, bon, moi je me dis que, est-ce que nous avons l'amour du pays et l'amour du pays? Ce monsieur canadien qui vient prendre 80% de l'uranium d'Agadez, moi ça me chiffonne. Souvent je ne dors pas. Je me dis, mais comment on a pu signer de tels documents? Il vous donne 20%. Dans les 20%, vous assurez sa sécurité. Dans les 20%, vous assurez la fiabilité des routes. Lui, il prend 80%, il l'envoie chez lui. Et apparemment, il ne formera personne. Il est en train de recruter les anciens cadres qui ont été abandonnés ou mis à la retraite par les anciennes sociétés qui sont en train de fermer. Donc, si vous allez négocier dans ce genre de situation-là, moi je me dis qu'en tout cas, il n'y a pas de l'amour du pays là. Je vous ai donné le cas de Soline. Soline aurait pu fonctionner et on aurait pu continuer à importer jusqu'à ce qu'on arrive à un certain seuil. Mais les commerçants ont convaincu le gouvernement qu'il ne faut même pas laisser les machines s'installer. Les Chinois ont installé une usine à Gaïa, rappelez-vous de coton. Oui, des grenades du coton. Mais je ne pense pas que cette usine-là continue à fonctionner. L'Unitex, rappelez-vous. Même par rapport à notre culture de gaspillage où les femmes chaque fois font des marchés. C'est un marché. Mais on a laissé cette société-là s'en aller. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas de volonté de protection de la production locale. Et tant que vous ne
Faites pas preuve. Regardez aujourd'hui, allez-y privatiser l'eau en France, c'est impossible. Quand la Chine a commandé 172 Airbus, les autres ont dit non, on va les monter à Toulouse pour... Non. Vous les montez chez nous pour que nos ingénieurs voient comment ça se passe, ou alors on annule le marché. Comme c'est un gros marché de plusieurs milliards, les gens ont dit bon, on va aider. Oui, voilà. Et si vous le remarquez, les Chinois ne font pas de transfert de technologie. Par contre, si vous installez chez eux, ils vous obligent à transférer la technologie. Chez nous, à l'extérieur, ils ne font pas de transfert de technologie. Ils préfèrent, à chaque fois, rappelez-vous, le palais de congrès, même pour changer les ampoules là, il fallait des ingénieurs. Le stade général, c'est une budget, tout ça. Il y a des installations, c'est eux, il faut faire appel à eux pour venir dépanner. Parce qu'il faut nécessairement que cette relation de dépendance-là continue. Donc moi, je me dis, à partir de maintenant, peut-être au niveau, à l'échelle déjà de chaque pays, qu'on mette sur pied des comités qui vont suivre l'industrialisation si possible. Et dans le cadre de négociation, que tous ces pays-là s'accordent pour qu'il y ait un certain nombre de principes sur lesquels il ne faut pas transiger. Si vous transigez sur ces principes-là, on considère que vous n'êtes pas dans le cadre du mouvement d'ensemble. En ce moment-là, on vous explique. Monsieur Abbas Nassirou, qui dit, bonjour Presse Plus, dans un pays où même les simples aliments sont importés, si le stock venait à s'épuiser, nous ne serions pas ce matin en train de regarder Presse Plus, mais plutôt à rester à la maison, à frotter sur le bois pour faire du feu. Il dit le secteur industriel est quasi inopérant. L'avantage comparatif, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il dit l'avantage comparatif impose d'importer que de produire. La cherté de l'énergie et la forte fiscalité, entre autres, sont des facteurs aggravant la dégradation du secteur industriel. Donc, point de diversion, toute forme de vision n'est que mirage. Et moi, je vais rajouter un troisième aspect, il n'y a pas de protectionnisme aussi. Quand on voit un peu les circonstances dans lesquelles la seule brasserie a fermé, parce que tout simplement, il y avait la pression fiscale très forte. Mais de l'autre côté, l'État permettait à des gens d'importer des boissons en canette et tout et tout. Ils se sont plaints, ils ont dit non, ils ne peuvent pas continuer et ils versent des impôts. Voilà des gens qui rentrent avec des produits. 800 et quelques emplois. Voilà. Alors, ils ont décidé finalement de fermer. Moi, je dis, c'est lié à la faute de l'État. Mais il faut protéger ce qu'il y a d'abord. Mais si tu dis non, je ne protège pas, je vais laisser les autres dans le cadre de l'espace communautaire, je vais laisser. Comme Boira a décidé de fermer ses frontières, plus d'un an, 2 ans, il y a des camions qui étaient stationnés pendant combien de temps? Ils ont refusé à ce que ces camions-là viennent. Alors, nous ne pouvons pas, parce que c'est nous qui sommes quelque part... Le ventre mou. Pas le ventre mou, on veut montrer que c'est nous qui appliquons à la lettre les directives. Alors que de l'autre côté, ils disent, quand ça les arrange pas, ils disent, bon, mais c'est pour ça que j'ai dit, cette histoire des hélicoptères. Nous, on risque de ne rien gagner dedans. Monsieur Hassan, il est ingénieur pétrole. Je pense qu'au Niger, nos dirigeants vendent plutôt de l'illusion. Sinon, comment réussir à industrialiser le pays du moment où nous avons des agents de formation comptable dans un laboratoire des essais de produits pétroliers à la Solidep, des agents de formation de droit sur un puits de forage pétrole à la CNPC. Bon, peut-être que c'est une formation chinoise, polyvalente. Parce que les Chinois, je crois qu'à un moment, vous êtes manœuvre, vous êtes maçon, vous êtes électeur. Mais sinon, ça, c'est des aberrations. Non, ça, c'est une aberration quand même. Je vous assure qu'on a du mal à comprendre ce que mais c'est comme ça qu'il dit, maman, il écrit la dernière fois, un ingénieur agronome, directeur de l'EFTIC. On finit avec ce message de M. Gado Bourema. On sait certainement tous. Il dit bonjour, Bonferré, Presse Plus. Aujourd'hui, vous touchez du doigt le vrai problème du sous-développement du Niger. C'est la désenvolture avec laquelle les générations des années fin 40 et les décennies 60 et 50 abordent la question de la qualité des ressources humaines. Vous avez parlé du Nigeria et de l'Algérie qui sont des atouts majeurs dont le Niger n'a jamais conçu une politique conséquente. 1. La Chambre de commerce fédérale du Nigeria a toujours voulu que le Niger soit le passage organisé des produits nigériens vers le Burkina et le Mali par exemple. Par ailleurs, le Nigeria voulait que le Niger se spécialise dans la qualité, une sorte de haut de gamme. Mais la Chambre de commerce du Niger n'a pas été en mesure de répondre à ces attentes. 2. Concernant la Chine, il faut savoir qu'elle est pionnière en matière de caractériser
la pauvreté. Un Américain a écrit dans les années 70 un livre intitulé Fan Chen, qu'on peut traduire en Nourris-toi. Il faut forcément compter d'abord sur ses propres forces. Et on voit que tous ces pays-là, en tout cas qui sont émergents, ont d'abord compté sur eux-mêmes avant de compter sur l'extérieur. La Chine s'est ouverte, mais à partir de programmes établis par elle, pas des programmes venus de l'extérieur. Les zones économiques spéciales en Chine, c'est la Chine qui les a pensées et qui les a implantées pour dire, vous venez, nous allons profiter de vos capitaux. Quand vous prenez l'Iran, l'Iran en réalité est arrivé à ce niveau-là parce que l'Iran automatiquement, après l'avènement des ayatollahs là, s'est retrouvé en quarantaine. Et je vous dis que c'est l'Occident qui nous présente ces marabouts-là comme étant des abrutis. Le guide de la République islamique est ingénieur électromécanicien. Hein. Le marabout là, il est ingénieur formé en Union soviétique. Donc c'est l'Occident qui nous les présente en grand bout noir et on les décrit en noir, dire que non c'est des gens. La preuve, c'est sous leur machin qu'aujourd'hui l'Iran est capable de fabriquer la bombe atomique. L'Iran s'est inspiré des Allemands dans le cadre des petits bateaux qu'aujourd'hui on a vu. Pendant longtemps, les installations saoudiennes étaient frappées par des drones qu'on ne savait pas kamikaze, parce que ces drones étaient manipulés par des outils. Donc c'est vous dire que tous ces pays qui ont pu émerger, qui ont pu s'industrialiser, ils ont d'abord compté sur leurs propres forces. À partir de ce moment-là, s'il y a un apport extérieur, il n'y a aucun problème. Alors, un autre message, il y en a beaucoup, malheureusement, quand bien même qu'il nous faudra arrêter pour continuer sur le deuxième sous-thème. Je m'appelle Omar. Il dit une véritable politique d'industrialisation d'un pays comme le Niger passe par l'installation des unités de substitution aux importations. Je pense que c'est la politique par excellence. Mais dans le même temps, la ZLECAf prône à outrance une politique de libre-échange. Donc un démantèlement des barrières tarifaires. Il dit comment résoudre cette contradiction selon vous? Comment résoudre cette contradiction? Il faut s'enfermer pour pouvoir s'industrialiser, parce qu'il faut faire du protectionnisme, etc. Mais dans le même temps, on est parti dans des textes ou des zones qui nous obligent à briser toutes ces barrières-là. Non, mais on a dit tout à l'heure, ça dépend de sa conviction et de peut-être la dernière fois qu'on parlait de ça, quelqu'un m'a dit non, le Nigeria c'est quand même 60% de la CEDEAO, donc il peut se permettre, c'est pas comme le Niger. Mais je pense qu'au-delà de sa surface d'intervention de la CEDEAO, chaque pays, ce qui ne l'arrange pas, il peut s'en passer, il peut fermer les yeux là-dessus et puis développer sa propre politique. Même si, parce que quand tu décides, ça veut dire que tu sais où tu vas. Le Nigeria, quand il avait décidé de fermer ses frontières pour le riz, il avait l'intime conviction qu'il peut tenir sa position. Mais nous, chez nous, c'est qu'on n'a pas ces intimes convictions de dire que non, malgré ma pauvreté, malgré mes insuffisances, malgré ceci, malgré cela, je vais aller et j'ai besoin de soutien de mon peuple. Et tout ça, la démocratie, comme on a dit, elle a permis ça. Certains avaient pensé que c'était plutôt les régimes dictatoriaux qui peuvent faire ça, mais au Nigeria, on a vu quand même que c'est un régime démocratique. Il est arrivé à imposer sa vision à son peuple et à la sous-région. Il a dit, il ne veut pas de ça, il ne veut pas de ça. Et il a pu réussir. Donc même nous, individuellement, puisque quand même si on est petit, quelque part, on est indispensable pour quelqu'un. N'est-ce pas? On est indispensable pour donc pour vous, nous aussi, on peut se le permettre. On peut se le permettre, on peut choisir un domaine, on va dire, bon, sur ça là, au moins, nous aussi. Parce que, par exemple, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, on s'est retrouvé à Paris dans un restaurant et sur le menu, il y avait un truc. Le premier s'est dit, il y a Colin d'Alaska, un poisson. Il dit, mais pourquoi pour rire, il dit, pourquoi pas la carte nigérienne ou le capitaine nigérien? Donc, les gens, quand ils veulent, ils arrivent à imposer. Il y a un petit exemple, enfin c'est pas un petit exemple, tout le monde le connaît, mais on l'a vécu ici, les Nigériens l'ont vécu dans leur pouvoir d'achat, dans leur porte-monnaie, etc. Quand on a voulu augmenter le prix sur le gasoil de 130 francs, on a dit que c'est parce que c'est les Béninois qui venaient prendre le carburant ici, etc. Mais puisqu'on ne peut pas empêcher les Béninois de venir prendre du carburant chez nous, donc on augmente le prix et donc c'est les Nigériens. Et donc, au lieu de protéger les consommateurs nigériens, bon, on les a plutôt chargés.
Mais alors que le Bénin, dans le même temps, a interdit l'exportation Donc voilà, c'est un exemple où le protectionnisme, où ça n'a pas marché. Parce que c'est du maïs. Pourtant, c'est notre gazon. Mais eux, interdit, oui. Il y a les textes communautaires. Il y a les textes communautaires, mais c'est ça pas. qui dit. Ici, chez nous, le protectionnisme. Que nous, on est champions, on devrait toujours montrer pas de blanche par rapport au texte. Mais quand un texte, tu ne fais pas pour la structure, pour la communauté, tu fais pour ta communauté d'abord avant de penser à l'autre communauté, à la communauté de manière générale. Et on avait dit que ça allait faire flamber les prix de produits de première nécessité. On a promis aux Nigériens que tout ça là sera réglé, mais on est en train de voir. Le pain à 250 francs. Je vous assure que tous ces produits là qui ont dans les premiers jours, les premières semaines, été freinés en termes de hausse des prix. Non, c'était l'effet d'annonce. Aujourd'hui, tout va. Puisqu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle de prix, malheureusement. Mais vous avez écouté le ministre des Finances, il n'est pas dans la même logique que vous. Il dit qu'ils ont prévu une inflation de 2,5%. Aujourd'hui, on est juste à 4 et quelques pourcents. Donc pour lui, tout va bien. Alors que c'est le double. Dans le meilleur des mondes. Non, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens vont signer des conventions sans connaître ou sans prévoir les conséquences. Je prends la TVA. Mais comment vous allez payer le même taux de TVA que la Côte d'Ivoire? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que la marchandise qui quitte le bateau en Côte d'Ivoire, il suffit simplement qu'elle soit dédouanée, oui, pour être mise en consommation. Mais pour arriver au Niger, prenez tout le parcours. Et sur tout ce parcours-là, vous payez. Et on vous dit non, TVA à 19,5%. Et ils se précipitent. Il faut aller, parce que la communauté. Non, moi je me dis pourquoi signer ces genres de conventions? Parce que quand vous intégrez un groupe, c'est pour votre bien-être. Vous n'allez pas là-bas pour devenir un prisonnier. Mais aujourd'hui, le Niger est prisonnier de ces textes-là. Quand vous prenez la CPI, la Cour pénale internationale, la plupart des Africains ont signé. Israël n'a pas signé. Les États-Unis n'ont pas signé. La Russie n'a pas signé. Donc, mais qu'est-ce que c'est pas tous les pays dégradés là se sont mis à aller à cause. Maintenant, quand on commence à les arrêter, on dit ah non, mais nous on ne savait pas. Vous ne savez pas. Vous réunissez des experts pour étudier le texte, pour voir les conséquences sur le court, le moyen et le long terme avant de vous engager. Mais après, c'est trop tard. Merci. Deuxième sous-thème de presse plus aujourd'hui. Voilà, c'est là avec le résumé que nous propose notre camarade de la rédaction, Boubou Karamou. Capitaine Issa Amadou, une victime du déni. Condamné depuis 2018 à 15 ans de prison pour tentative de coup d'État, le capitaine Issa Amadou, plus connu sous le nom de Issa Amadou Kounché, malade, est décédé le 24 novembre 2022. Pour beaucoup de Nigériens, la mort de ce militaire très affable est un véritable cas de conscience pour les autorités nigériennes. En effet, alors qu'il était très malade et depuis longtemps, alors que ses proches, ses médecins, ses avocats et la Commission nationale des droits humains, CNDH, ont clairement et de façon répétée demandé son évacuation à l'extérieur du pays pour y subir des soins. Et malgré ce droit que lui reconnaissent les textes en vigueur, le capitaine Issa Amadou est mort dans l'indifférence, en tout cas l'inaction de ceux qui le détenaient. Il est victime d'un déni total, un déni de droit, un déni de justice, un déni de compassion, un déni de raison. Que faut-il en dire? À suivre tout de suite le débat. Et le journal, la une du journal Le Courrier par rapport à ce sujet, on peut lire « Mort du capitaine Issa Amadou, silence, on continue de tuer ». Mort du capitaine Issa Amadou, silence, on continue de tuer, s'interroge le journal, puisque c'est une interrogation. Et puis le journal Le Monde d'aujourd'hui, autre hebdomadaire, mort du capitaine Issa Amadou Kounché, le président Mohamed Bazoum face à sa conscience. Le président Mohamed Bazoum face à sa conscience, titre le journal. Et puis l'éclosion, autre hebdomadaire nigérien, paru cette semaine, et sur le sujet, le journal titre, décès du détenu Issa Amadou Kounché, le président Mohamed Bazoum peut-il laisser impuni de tels assassinats qui relèvent d'une autre ère? Le président Bazoum Mohamed peut-il laisser impuni de tels assassinats qui relèvent d'une autre ère? Ça, c'est un peu les propos mot à mot que le président de la République a tenus, en tout cas dans un tweet qu'il a fait au lendemain du décès en détention de l'ancien Premier ministre malien, Soumaïla Boubé Maïga.
pour compléter ce tour à la découverte de une des journaux sur cette question, je propose de suivre donc un élément, juste un petit résumé sur le parcours militaire de Issa Amadou Kounché, vraiment très résumé, qui n'est pas assez exhaustif, mais quelques éléments sur son parcours avec notre camarade de la rédaction, Youssouf Haïdara. Il est né vers 1959 à Damana. Il incorpora l'armée en 1979 à Filengue. Après sa formation militaire, il fut affecté à la sécurité présidentielle en qualité de garde-corps du président Séni Kounché. Après le décès du général Kounché, il a opté à assister à toutes les opérations des forces armées nigériennes et séjourné dans toutes les compagnies sahariennes motorisées, Dirkou, Agadez, Tilia, etc., où il prit part à toutes les batailles et contre le banditisme armé. Ce qui lui a valu toutes les médailles militaires et citations dont un soldat peut se prévaloir. Après un parcours militaire sans faute et exemplaire, il fut muté vers les années 2000 à la 121e CCAS, dite Compagnie d'appui CA de Niamey, en qualité de chef de section mitrailleuse, puis au Bizier, avant d'aller au Maroc pour un cours d'officier d'artillerie sol-air et canon de gros calibre, puis en Chine pour son cours de perfectionnement sur les obisiers 122 mm et autres armes. Militaire jusqu'à la moelle épinière, ce dernier déclina tout poste de responsabilité après la prise du pouvoir par son chef en 2010, en préférant rester dans sa peau de militaire, ce qui poussa Salou Jibo à faire de lui le chef de sa sécurité rapprochée, puis aide de camp de ce dernier à l'issue de la transition militaire, jusqu'à son arrestation en décembre 2015. C'est ce valeureux officier que le pays perd, qui a gravi tous les échelons de l'armée, comme en témoignent les militaires qui le surnomment Babo Komba ou Wonkunya. Alors, première action, c'est ici. D'abord, je présente mes condoléances à ses proches et également à l'armée. Mais c'est vraiment dommage. C'est dommage en ce que les autorités sont informées qu'il est malade. Il fallait l'évacuer. Il y a eu des démarches, mais malheureusement, les démarches n'ont pas abouti. On se pose bien des questions. Pourquoi? Sachant pertinemment que c'est quelqu'un qui est malade, il a atteint un certain état, je ne vois pas pourquoi cette volonté de vouloir coûte que coûte le maintenir jusqu'à ce qu'il décède en prison. Vraiment, c'est très dommage. C'est très dommage de la part de ceux-là qui se disent démocrates. Bon, en fait, le problème justement de ce décès du capitaine Kounché, c'est ça. Parce que quand... C'est vrai, vous avez dit dans l'absolu, il n'est pas le seul à mourir en prison. Mais c'est des cas qui interpellent la conscience collective. C'est des cas qui sont sur la place publique. Quand une tentative de putsch, quand c'est un journaliste ou ce qui est arrêté, ça reste toujours dans l'éveil dans l'esprit des gens. Donc, et ça pose problème, politiquement, ça peut poser problème. C'est des prisonniers spéciaux, j'allais dire. Donc, leur cas doit être, leur traitement doit être plus ou moins spécial. Pas que les prisonniers aussi, d'autres prisonniers pas ils les ont, mais eux, du fait que c'est sur la place publique tout le temps, donc ça doit vraiment être traité avec beaucoup de prudence par les autorités pénitentiaires elles-mêmes et surtout par les autorités politiques qui aussi veulent le plus souvent à ce que des graves juges n'arrivent pas. Rappelez-vous du cas de Hamamoud où c'était un peu comme ça, tout le monde s'était mobilisé. Donc, c'est des prisonniers d'une certaine manière particulière. Aujourd'hui, même si on ne le dit pas, mais toute la presse accuse le régime d'avoir laissé mourir le monsieur. Donc, et c'est pour ça que je dis que c'est important que les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques notamment, prennent conscience de ce genre de prisonniers. Il faut toujours être prompt à réagir quand, en tout cas, il y a des alertes qui sont... Il y a eu le cas de Zenguina aussi. Donc, il faut vraiment que les gens soient alertes pour que des telles situations n'arrivent pas. Bon, vous savez, pour la première fois, je vais parler. Parce que beaucoup de ceux qui parlent ne le connaissent pas.
Moi, c'est ma classe d'abord. On est rentré dans l'armée en 79. Mais j'ai vécu 3 ans dans la même chambre que lui. Il n'y a aucun militaire à qui il avait confiance en dehors. C'est vraiment ma classe. Bon, moi, j'ai coupé avec l'armée quand j'ai quitté. Mais nous sommes arrivés en 79. Et on était, je crois, en 1070. On nous a sélectionnés. On était, je crois, à un moment 78. Pour faire, on a fait d'abord la formation commune de base ensemble. Après le complément de la formation commune de base ensemble avec ISA. Après, nous avons fait le CA1, le certificat d'aptitude technique numéro 1 pour être des caporaux. Ensuite, nous avons fait le certificat d'aptitude technique numéro 2 pour être des sergents. Et là, à l'issue de toutes les sélections, on s'est retrouvé à 11. Et au départ, là où se trouve l'actuelle infirmerie de Tony-Biala, c'était le bâtiment réservé aux sous-officiers. Avec ça, on était dans la même chambre. Après, on nous a construit un bâtiment à l'extérieur, au niveau de la rizière. On s'est retrouvé là donc pendant 3 ans. Moi, j'étais instructeur pendant 4 ans. Après, je suis allé. Je me suis retrouvé chez les paras. Lui, il est resté là. Donc, en fait, après sa formation, il n'est pas venu directement à la présidence. C'est après qu'il est devenu ordonnancier du président Kounché, après mon départ. C'est vous dire que vraiment, il y a une relation. Moi, j'ai coupé avec les gens. Mais on s'est retrouvé qu'après le coup d'État de Salou, où il m'a appelé, et puis bon, on a échangé à 2 ou à 3 reprises. Voilà. Mais c'est vous dire que c'est quelqu'un de très, très affable. C'est quelqu'un de très, très, très combatif. Et c'est quelqu'un qui a, ils l'ont même surnommé, je crois, John Garang. C'est véritablement un militaire d'exception. Moi, je sais que ce monsieur-là, il est très, 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 très brave. Et je suis peiné de constater que le gouvernement l'a laissé mourir parce que, en réalité, moi, je me dis que pratiquement c'est une mise à mort. On aurait pu le sauver. Parce qu'il y a quelques mois, je crois qu'il a été opéré. Et dès là, les médecins ont donné l'alerte qu'il fallait l'évacuer. Ils ne l'ont pas évacué, ils l'ont ramené à la prison civile. Et puis, bon, voilà, quand l'affaire s'est aggravée, quand on l'a ramené, apparemment, les journaux disaient même qu'il fallait un moment qu'il prenne sur lui-même les soins qu'on lui prodiguait, ce qui n'est pas normal. Si vous savez que c'est tout ça, il fallait le libérer. Donc, finalement, moi, je me dis que les autorités ont une grande responsabilité dans son décès, quand il a été plus ou moins tué, moi, à mon sens, puisqu'on pouvait le sauver. Attends, la maladie ne s'est pas déclenchée brusquement. Apparemment, elle s'est étendue sur les mois ou des années, et donc le gouvernement ne l'a pas fait, alors que, voilà. Moi, je me dis sincèrement, j'ai beaucoup de peine, et puis en plus, il est cousin de mes cousines. J'étais à son enterrement, si vous voyez les images. Et que étant malade, j'ai tenu quand même à y aller. Sincèrement, moi, je suis peiné de constater que, voilà, on a laissé mourir malheureusement un officier de valeur. Moi, je ne vais pas rentrer dans sa vie militaire, mais c'est ce que nous avons vécu ensemble que je vous raconte. Il a été un très bon instructeur. Après, il s'est retrouvé au niveau de l'artillerie, tout ça là, et à la présidence. Après Tony-Bia, il s'est retrouvé à la présidence, ordonnancier sous Kounché. Après la mort de Kounché, il s'est retrouvé maintenant dans les unités d'artillerie. Franchement, c'est dommage pour le pays qu'on l'ait laissé mourir. Vous disiez tout à l'heure qu'il était malade pendant longtemps. Bon, sa famille a plusieurs fois donné l'alerte et a écrit 2 ou 3 fois à la Commission nationale des droits humains, d'abord pour l'informer, après pour rappeler par 2 fois. Et la Commission nationale des droits humains, après une déclaration de la Commission des droits humains qui s'est déplacée elle-même dans le cadre d'une délégation pour aller constater l'état de santé du malade, et c'est a rendu public une déclaration pour demander également son évacuation pour bénéficier de soins à l'extérieur que nécessite son cas qu'ils ont eux-mêmes vu, et à travers la documentation fournie à eux par le médecin traitant. Je propose de suivre cette déclaration de la Commission nationale des droits humains que beaucoup d'entre vous ont certainement suivi. Je propose de suivre.
La plainte reçue par la Commission nationale des droits humains, enregistrée sous le numéro 829, demandant l'évacuation sanitaire d'urgence du capitaine Issa Amadou Kounché émane du lieutenant Hambali. Elle fait cas de la dégradation de l'état de santé de l'officier des forces armées nigériennes en détention à la prison civile de Niamey. Les premières investigations ont permis de comprendre que le détenu est à Niamey. Parce que quand vous suivez les propos qui circulent sur les réseaux sociaux, on a l'impression que ces derniers seraient à Terra. Mais il n'en est rien. Cette équipe a effectué le déplacement à la maison d'arrêt de Niamey et a pu échanger avec le détenu. Ils ont échangé avec le détenu, ils ont échangé avec le régisseur, ils ont échangé avec l'infirmier de la maison d'arrêt. Ils ont aussi échangé avec le médecin traitant du malade. Le constat qui ressort, c'est qu'effectivement, son état est grave. Il n'y a pas une prise en charge adéquate sur place ici. C'est pour cela que la conclusion de la commission, c'est que ce détenu doit être évacué pour une prise en charge dans un centre vraiment qui correspond à la spécialité de la maladie. Nous avons automatiquement touché les autorités compétentes par rapport à la question avec expressément une demande qui consiste à ce qu'il soit évacué dans un centre spécialisé. En vertu du secret de la protection des données à caractère personnel et médical, la CNDH n'a pas donné de détails sur la nature de la maladie du capitaine Issa Amadou Kounché, mais a justifié sa position. Il y a le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels environnementaux qui a été signé par le Niger le 7 mars 1986 qui stipule que les États partis reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale. Il y a aussi la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé qui prévoit effectivement la même chose, qui dit que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue un droit fondamental. Tous ces instruments-là sont venus couronnés par l'article 13 de la Constitution qui dit que l'État doit garantir à tout un chacun le droit à la santé. Notre mandat, c'est de veiller à ce que lorsque nous sommes témoins ou lorsque nous sommes informés d'une violation des droits humains, que nous travaillons à ce que cela cesse. Et c'est dans ce cadre-là que nous faisons notre travail en toute indépendance, sans état d'âme. La CNDH réaffirme une fois de plus son engagement conformément à son mandat à veiller à la protection et à la promotion des droits humains au Niger. Elle a cependant invité surtout les citoyens à utiliser les services de cette institution indépendante de la République. Docteur Amoda n'est pas là, notre juriste est concerné sur le plateau, etc. Mais j'aurais eu envie de lui poser la question de savoir quand le rapporteur du CNDH dit qu'ils ont adressé une demande où cette déclaration est adressée donc aux autorités compétentes pour l'évacuer. Les autorités compétentes en la matière, là, c'est qui? C'est la Cour d'appel, c'est la Cour de cassation, c'est le ministre de la Justice, ou bien c'est le président de la République? Non, il est sous l'autorité du ministère de la Justice, non? Non, c'est une institution. Non, je parle du détenu. Oui, du détenu. Voilà. Oui, le détenu, oui, ça je dis, le détenu. L'évacuation devrait être facilitée ou ordonnée par qui? La Cour d'appel, la Cour de cassation, le détenu ou le ministre de la Justice? Non, normalement c'est le ministère de la Justice directement. La première instance, parce qu'il n'est pas au niveau de la Cour d'appel. Et c'est un condamné définitif. Oui. Donc normalement, le mécanisme, ça m'aventurer trop, c'est une demande au niveau du ministère de la Justice avec un levé de cours par le procureur, mais qu'on le juge du premier cabinet pour l'évacuation. Mais ça, elle doit être normalement, c'est une affaire qui dépasse forcément le ministère de la Justice, comme c'est une affaire d'atteinte à la sécurité de l'État.
Oui, il a été condamné en 2018, je suis condamné en 2018, mais arrêté depuis 2015, décembre 2015 notamment, dans le cadre de cette affaire de tentative. Voilà, donc ça ne peut pas être décidé par un ministre, c'est forcément au lieu, comme on dit, c'est pour l'implication du président, certainement pour décider de quoi faire. Parce que c'est quand même une atteinte à la sécurité de l'État, au régime lui-même. C'est pas évident que enfin, sa famille a même dit que si c'était un problème d'argent ou de moyens, ils étaient prêts à prendre en charge son évacuation dans son entièreté. Donc l'État n'avait pas à se soucier des moyens, si ce n'est que ça qui pouvait retarder ou empêcher son évacuation. Oui, mais ça cessait d'être, une fois condamné, ça cessait d'être judiciaire, c'est devenu une affaire plutôt politique maintenant. Parce que la condamnation est là, même en prison, il y en a beaucoup qui ont été évacués, aussi ils sont condamnés. Mais ça, c'est des appréciations certainement politiques qui ont pris le dessus. Et les gens n'ont pas voulu peut-être remonter réellement l'information. On disait tout à l'heure, certains journaux à juste titre, on dit rappeler au président de la République ses propos à l'occasion du décès de Soumaïla Bouba-Mega. Oui, bien évidemment, c'était bien de faire ce parallèle-là, parce qu'on a vu sa réaction qu'il a eue quand il y a eu le décès de Soumaïla Bouba. Et il a même dit que c'est les autorités, comme avait dit, qui l'ont tué. Oui, il a dit que c'est un assassinat. C'est un assassinat, le fait de dire. Et alors, voilà un cas qui s'est produit entre ses mains. Moi, je dis quelque part, à partir du moment où la CNDH a dit qu'il faut lui donner la possibilité, ça ne devait pas traîner. Si on n'a pas voulu le faire, c'est parce que tout simplement, on se considère qu'il ne doit pas quitter s'il faut qu'il meure en prison. Et c'est ça qui s'est produit. Sinon, on pouvait quand même le laisser partir. À partir du moment où la famille même a dit, si c'est une question de moyens financiers, elle est prête à mettre ces moyens-là. Pourquoi? Je ne vois pas pourquoi ne pas laisser, se faire l'évacuation. C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi délibérément on le maintient, sachant pertinemment que son état est critique? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Mais est-ce qu'on a exagéré ici en disant que c'est peut-être une victime du délit de droit, de justice? Parce qu'on l'a entendu, selon les textes, entre quelques-uns, rappelés par la Commission nationale des droits humains, c'est quand même bien que ça soit détenu, il avait le droit d'être évacué, d'être soigné, etc. Non, en fait, le problème, c'est n'est même pas à ce niveau. C'est-à-dire que tout citoyen qui est détenu a des droits. Dans l'absolu, c'est comme ça. Et comme je dis, c'est des prisonniers un peu spéciaux, parce que les femmes sont toujours braquées sur ces genres de détenus. Donc, l'État doit être vraiment élégant dans le traitement de leur dossier. Ça, c'est évident. Maintenant, un déni, je ne sais pas dans l'absolu, comme tu fais bien de le dire, que Boubacar n'est pas là, il allait plus nous expliquer. Mais en tout cas, pour les profanes qu'on est, s'il y a des textes qui le permettent, notre constitution elle-même le permet, s'il y a des textes supranationaux qui le permettent, et que même si c'était un problème de moyens et que ses parents avaient décidé de se substituer à l'État pour pouvoir le faire, bon, si on ne le fait pas, effectivement, il y a un souci quand même. Le président de la République Bazoum Mohamed, face à sa conscience, dit le monde aujourd'hui. C'était d'abord un acte politique, parce que dans tous les cas, le juridique ne peut intervenir, à moins qu'il n'ait reçu l'ordre de lever, en tout cas, l'autorisation de l'écouer. Et je pense que le gouvernement, le politique aurait pu peut-être l'amnistier et le laisser s'en aller pour aller se soigner, ou peut-être même lui accorder une liberté provisoire. Je ne sais pas, juridiquement, on peut trouver la formule. Non, il y a toujours des formules. Pour qu'il aille se soigner, quitte à ce qu'il soit même accompagné par des médecins militaires, une fois guéri et on le ramène. En tout cas, il y a des formules. Mais l'État n'a voulu appliquer aucune des formules. Moi, je me dis, en tout cas, pour quelqu'un qui a de la compassion pour Soumaïla Bouba-Mega, qui n'est pas nigérien, qu'il considère comme étant tué, lui, le président de la République a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé au capitaine Issa Amadou. Il ne faut pas se leurrer. Issa est notre classe, Zenguine aussi c'est notre classe. C'est vrai qu'il a été en France pour une formation d'officier. Donc, bizarrement, tous ces deux officiers-là sont morts pratiquement en prison, je ne comprends pas. Alors, Bazoum peut-il laisser impuni de tels assassinats qui relevaient d'une autre ère? Si l'on s'en tient à ce qu'il a dit, ça veut dire en principe qu'il n'est pas d'accord avec ces genres de situations. Mais est-ce qu'il peut, oui. Il devrait normalement montrer qu'il n'est pas d'accord avec ça. S'il condamne ce qui se passe au Mali, lui ne doit pas l'appliquer chez lui. Donc si quelque part il laisse faire chez lui, c'est qu'apparemment il y a deux poids deux mesures.
Et ces 2 poids 2 mesures-là ont conduit en tout cas à la disparition du capitaine Issa. On va aller loin. Voilà. Oui, parce que le problème c'est qu'il ne peut pas dire qu'il ne les sépare. C'est ça le problème. Parce que si ça s'est limité entre la famille et les réseaux sociaux, on peut dire à un niveau, on n'a pas suivi les réseaux sociaux, tout ça là. Mais dès lors qu'il y a une institution qui est là, la République que l'État a mis pour veiller à un certain nombre de droits humains, dès lors que cette institution s'est auto-saisie du dossier, est partie rendre visite en prison, monsieur, accompagné d'un certain nombre de gens qui sont en principe censés dire exactement de quoi ils souffrent et si un État est censé, ça nécessite une évacuation ou pas. Si cette commission arrive à une conclusion qu'il faille l'évacuer, je pense que même si il y avait des raisons politiques qui empêchent ça, dès lors que vous avez accepté que cette commission aille, il faut la suivre dans sa logique, dans ses conclusions. C'est comme ça qu'il fallait procéder. Maintenant, lui seul ou son entourage, eux seuls savent les raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait. C'est dommage, en tout cas, à la fin du compte, c'est qu'il y a un mort sous les bras. Un mort sous les bras. Et nous profitons, parce que nous sommes presque à la fin de Presse Plus, carrément à la fin, pour lire quelques témoignages. Donc, pour finir cette partie aussi, c'est M. Saleh Ganda qui nous écrit depuis Niamey. Il dit le capitaine Issa Amadou Dikontié, c'est quelqu'un que je connais très bien pour avoir cohabité avec lui pendant 3 ans dans la même cellule de la prison civile de Saï. Il est très pieux, il a descendu le Coran dans la prison et nous l'appelons notre guide, vu sa sagesse. Il est très humain et des fois c'est lui qui nous conseille s'il y a une tension entre nous. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Voilà. Pour te compléter, on vient de m'envoyer un texto pour me dire que la CNDH a saisi le ministère de la Justice pour disposition à prendre. La CNDH a formellement saisi le ministère de la Justice pour disposition à prendre. Et donc, cela veut dire. Et les parents ont écrit, après la première lettre de saisine, 2 autres lettres de rappel à la CNDH pour rappeler que, voilà. Donc, ça veut dire que c'est au niveau de ce. Enfin, il n'y a pas eu de réaction. Monsieur Malam Kime Meina, qui nous écrit depuis Tawa, il dit bonjour Presse Plus. Mort du capitaine Issa, c'est juste l'histoire qui rattrape Bazoum devant sa déclaration quand le Premier ministre malien était décédé. C'est dire que le ridicule ne tue pas chez nous. C'est un peu ce qu'on disait. Bien évidemment, le ridicule ne tue pas. Après avoir déploré quand même ce qui s'est passé avec Soumaïla Boubou, où il a carrément dit qu'il a été assassiné, n'est-ce pas? Parce que Soumaïla Boubou aussi, c'était qu'on ne lui a pas donné l'autorisation d'aller se soigner, non? Voilà, quand il a eu le cas entre les mains sur les bras, et on a vu la réaction, il n'a pas donné, parce que quand on dit le ministère de la Justice a été saisi, moi je dis ça dépasse le ministère de la Justice, c'est une affaire purement politique. Il pouvait instruire immédiatement pour qu'on le laisse partir aux soins, mais il ne l'a pas fait. Et si le ministre n'a pas réagi à la lettre de la CNDH, c'est simplement parce qu'il y avait l'épée aussi à la tête du ministre. Parce que si le ministre a l'autorisation du président pour dire, bon, certainement le ministre n'a pas réagi parce que de l'autre côté, il n'y a pas eu de réaction en haut. Vous voyez un peu, hein, oui, ça pose le problème, oui, ça pose le problème du fonctionnement de notre administration. Normalement, même si la réponse est négative, à partir du moment où il y a une correspondance, il faut répondre à cette correspondance-là et motiver peut-être les raisons pour lesquelles on ne pouvait pas. Mais on envoie une correspondance. Une institution. Oui, on envoie une correspondance, elle reste sans répondre. Oui, elle reste sans répondre. Qui est dans son rôle. Oui, elle a écrit. Normalement, même s'il y a un refus, on devrait lui répondre en motivant. Oui, voilà, pour des raisons, voilà, on ne peut pas l'évacuer ou des trucs comme ça. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de lettre retour. C'est vous dire combien notre administration elle-même, elle fonctionne très mal. J'ai dénoncé ça ici plusieurs fois. Quand vous écrivez au président de la République, même si vous êtes un simple citoyen, normalement, il doit vous répondre. Que ce soit de manière positive ou de manière négative. Pour montrer qu'il a reçu votre correspondance, il peut mettre des formules, trouver bon, mais on ne peut pas satisfaire vos exigences, ainsi de suite, et puis ça s'arrête là. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens prennent les correspondances, ils jettent. Ils mettent dans leur tiroir et puis bon.
Parce que là, il s'agit de la vie d'un homme, hein, et malheureusement, on l'a perdu simplement parce que quelque part, il y a une négligence ou un refus de le laisser aller se soigner à l'extérieur, simplement parce qu'il est prisonnier. Et ça fait 8 ans, je pense que même par rapport à son statut, il ne représentait plus de danger public. Donc on ne pouvait pas évoquer des trucs comme ça. Il a été condamné à 15 ans. Oui, donc il a fait la moitié. Il a fait la moitié. Donc normalement, il peut même, c'est cas précis, il peut résider d'une liberté provisoire, ça demande. Oui. On suspend peut-être pour 1 an l'application de sa peine, le temps qu'il aille se soigner, et puis à son retour, si on veut, on le prend, mais on a refusé. Et moi, je me dis que quelque part, en tout cas, Bazoum a une part de responsabilité. Oui. Et en plus, c'est que nos administrations doivent apprendre à répondre aux citoyens. Voilà, c'est ça aussi l'administration. On vous écrit, même si la réponse est négative, il faut la motiver et renvoyer la réponse à celui qui vous a écrit. Absolument. Voilà. Merci, docteur Bounti Diallo. Merci, Traoré Dauda. Merci, Hussein Issa. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous pour faire plus de cette semaine. Excellente suite de programme sur la télévision Bonferré. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.